Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Dis donc, ce week-end, on a regardé le Punisher. Ah, celui avec Thomas Jane. Non. Du coup, celui avec Dolph Lundgren. Non. La série avec John Bernthal, alors. Alors, pas du tout. Ah, ce Punisher-là. Oh là là, ça s'annonce bien. Bouya. Bouya. Bonjour, bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Comics Outcast 246, votre podcast qui parle de BD américaine et de tout ce qui l'entoure. Je suis Luxbox et j'ai le plaisir d'être bien entourée pour ce nouveau numéro. Je vais faire au pif. Je sais jamais comment lancer la présentation des Au gens. pif, c'est très bien. Voilà, sinon je vous lance littéralement, mais ça va être moins efficace pour l'émission. À ma gauche, j'ai nommé Tchernobyl. Ouais. Comment vas-tu? Oui. Non, mais ça va très très bien. Je suis contente d'être là parmi vous pour parler Ah mais nous aussi. de toutes nos lectures. Bah oui. Trop bien, et puis vous avez pu l'entendre dans la blague d'intro, il n'y aura que de la qualité ce soir. Juste en face de moi, j'ai Matt Satonaka. Oui. Bravo. Ça va la forme? Oui. Ça va. Ça va. Alors, il faut savoir, chers auditeurs, auditrices, que ce soir, Matt Satonaka est orange. Ouais. Il a un beau polo orange, il a des Exactement. lacets orange. Exactement. Et il a du coup pris la bonnette et le câble orange. Ah oui. Donc voilà, il met un peu D'orangitude. d'orangina dans notre vie. Non, c'est vrai que Couleur c'est Roland plutôt Garros, un peu. Roland Garros. Ah bah oui, c'est Ah ouais, bah, c'est pas très saison. ocre, mais c'est Oui. plutôt c'est vrai que c'est assez orange, ouais, c'est sympa. Mais c'était pour mettre de l'énergie, pour mettre du Du peps. dans cet été qui s'annonce. Bah, t'as qu'à dire qu'on est mou. Non. Je ne dirais pas Le ça. froid, le Je froid. ne dirais C'est pas pas mal ça. que ça jette un froid parce qu'il fait très très chaud. Petite vague de chaleur sur la France. Voilà, c'est Comics Out Météo, Et tout votre de suite, podcast sur les petits nuages. La circulation sur la 86. avec Jean. Avec Bison Bourré. Et enfin, à ma droite, j'ai Mathieu. Oui, bonsoir. Ça va bien aussi? Ça va super bien, Ok, toujours. tant mieux, tant mieux. Donc, Comics Outcast 246, écoutez, c'est parti. Nous entamons cette émission avec les reviews. Donc le principe des reviews, je le répète. Ok, non, j'ai eu un petit signe du technicien. Non, c'est tout bon. Ok, tout va bien. Comme Jacques. Ça n'a pas explosé. Oh là 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 là. Rêve de vieux, un rêve de vieux. Tant Donc, que ça n'explose pas, c'est que c'est bon. c'est bon signe. Les reviews, qu'est-ce que c'est? Chaque chroniqueuse choisit un titre dont il lit, il ou elle, les 3 premiers chapitres, et nous on fait pareil. Et le but du jeu, c'est de donner notre avis sur des séries en cours. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer ou est-ce que je désigne un volontaire? Au Non. pif. Vas-y. Oh, vas-y, moi j'ai rien préparé. Non, mais Ah, vas-y, d'accord. désigne. Tiens, du coup, c'est toi, voilà, dame de cœur à vous l'honneur. C'est toi qui vas commencer, Mathieu. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Très bien. Alors, ce soir, je vais vous parler de Bug Wars. Donc, c'est une série de Jason Aaron, qu'on connaît bien pour Scalped, Southern Bastards, Goddamned, et surtout pour son très grand run sur Thor, God of Thunder. Récemment, il a écrit un long run aussi sur la série Avengers qui a pas... Alors, je ne l'ai pas lu, mais je crois que ça n'a pas trop retenu l'attention. C'était pas mal. Ah oui? Oui. Ok. J'avais entendu que ça n'avait pas si bonne presse que ça, mais... Et encore plus récemment, il est sur la série Absolute Superman. Donc voilà, au dessin, on retrouve Mahmoud Asrar, qui est un excellent artiste qu'on a déjà vu donc en vrac sur Planète Lazarus chez DC, sur du X-Men période Krakoa un petit peu, mais surtout sur la relance de Conan chez Marvel, avec la série King Conan, où justement il retrouvait au scénario Jason Aaron. Et qui me semble avait été bien apprécié dans l'émission, dans mon souvenir. Je ne me souviens plus parce qu'on parle de tellement de choses. C'est que, vrai. Bon. Heureusement, Donc, on a un petit fichier Excel pour tout ça. Ah. Donc ce comic, c'est une mini-série en 6, mais alors c'est que le début parce que ça sera sûrement une longue saga vu que donc cette mini-série, ce n'est que le premier livre, le book 1, qui s'appelle Lost in the Yard. Le comics donc débute sur une bataille épique entre 2 immenses armées. D'un côté des guerriers sanguinaires chevauchant des scarabées, et de l'autre l'empire des fourmis mené par les Anturions, un petit jeu de mots en anglais. Alors donc la bataille est violente et très sanglante,
mais elle est coupée court par un énorme ouragan en fait qui laisse le champ de bataille totalement rasé et les deux armées complètement décimées. Donc, cet ouragan, c'est en fait un jeune homme qui est en train de tondre le jardin en fait, avec une machine, comment on appelle ça, une tondeuse. Une tondeuse, ouais. Et donc pendant que en arrière-plan, son frère et sa mère semblent décharger un camion de déménagement. Donc cette famille, c'est les Slaymakers. Ils sont en train d'emménager en fait dans l'ancienne maison de famille du papa, dans lequel il a trouvé la mort quelques années plus tôt. Donc la famille se compose de Janice, la maman, qui a l'air de galérer un peu depuis la mort de son mari, avec donc ses deux ados. Slade, qui je pense à peu près 14 ou 15 ans, qui est passionné par les insectes et qui en possède des tas dans des espèces d'aquariums en fait, de toutes sortes. Et Sidney, son grand frère, qui doit avoir dans les 18-19 ans, qui lui pour le coup déteste les insectes. On saura un peu plus tard pourquoi les deux ados s'opposent là-dessus. Donc en arrivant dans cette maison, le frère pète un peu un câble parce elle est infestée de petites bêtes, de cafards, de trucs. Et alors après, je vous explique pourquoi il déteste autant les insectes. C'est qu'il y a donc une dizaine d'années, il a découvert son père dans son bureau au sous-sol de cette maison, totalement dévoré en fait par des insectes. Et la scène est vraiment bien crado. Il y a beaucoup de détails, on va dire. Ouais, il est ouvert de partout. Et donc c'est lui qui l'a découvert ainsi, et ce qui a provoqué donc sa phobie et même sa haine envers tous les petits insectes. Et au contraire, donc le deuxième frère, qui est le héros de l'histoire, qui s'appelle Slade, lui a développé une passion totale donc pour ces bêtes, dans les pas un peu de son papa, quoi. Donc le grand frère décide de gazer toute la maison avec des insecticides. Et pendant cette espèce d'irruption donc dans la chambre de son frère, il y a son insecte préféré, qui est un gros cafard, un scarabée. Pardon, gros scarabée avec une énorme corne un peu. Donc c'est un scarabée rhino, je crois. Oui. Et qui s'échappe et qui va se réfugier dans le bureau du papa, qui est au sous-sol, dans un trou dans ce bureau. Et donc Slade passe la main dans ce trou pour récupérer sa petite bête. Et là, sa main touchant une amulette qu'on voit à l'intérieur, il y a une grande lumière violette et il se retrouve chevauchant son scarabée au milieu des herbes hautes et entouré d'une bande de malfrats à la peau verte. Donc voilà, là c'est donc ils se font maîtriser assez, les ogres, c'est des orques, on dirait un peu des gobelins. Ouais, des gobelins, des êtres, les maîtrise. recommandables. Il les maîtrise. Il maîtrise donc Slade et son scarabée qui s'appelle Pac. Donc s'il en avait deux, ça ferait Tupac. Voilà. Bien sûr. Bravo. Pardon. Et donc du coup, il les maîtrise, mais la Slade envoie un coup de poing ce qui semble être le chef de la bande et lui transperce la tête. En fait, il a visiblement une force proportionnelle en fait d'humain, mais à la taille de l'insecte. Donc il détruit la tête de cet insecte, enfin de cet être vivant Vert. dans son... C'est d'ailleurs un des problèmes que j'ai, mais j'en parlerai. Ok, oui, moi aussi un petit peu. Bref, donc du coup, c'est la fin de la première issue. Par la suite, il se retrouve aux mains, emprisonné par ce peuple à la peau verte, qui le met dans une arène avec d'autres prisonniers, dont une Anturion et une sorcière araignée.
Et donc ils arrivent plus ou moins à s'en sortir. Ensuite, ils se rendent compte qu'il est le descendant donc de son papa qui visiblement a vécu aussi des aventures dans ce monde. Ouh. Voilà, je vais pas en dire plus que ça. Enfin, c'est à peu près le résumé en vrai des c'est 3 tout issues. à fait le résumé. Et donc j'ai été jusqu'au bout, j'ai raconté à peu près jusqu'au bout des 3 issues parce que donc ça semble être une longue saga. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc on découvre petit à petit le monde dans lequel va évoluer Slade. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé donc à la présentation de la série. Les artistes avaient parlé d'un crossover un peu entre Chérie, j'ai rétréci les gosses et Game of Thrones. Ah bon? Ouais. Ah, ok. Donc je trouve c'est assez juste. Game of Thrones? Ouais, non. Ok. Bah, ça dépend du nombre de morts, hein, déjà. Bah il y a quand même il y a du mort quand même. Personnage préféré Donc un monde d'heroic fantasy, on va dire quoi, dans un jardin en fait quoi. Donc moi je suis très fan du passage avec la fourmi et le Lego dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc là je trouve que on retrouve un peu ce côté-là, mais par contre c'est pas du tout un comics pour les enfants. Non. C'est vraiment très violent, ça parle très mal. Et donc voilà, c'est vraiment un comics pour adultes. Ça me fait penser un peu à un truc qui est sorti récemment, Barbaric. Je sais pas si vous aviez lu ça, qui était pareil, un barbare qui parlait hyper mal. Pardon? Alors ouais, à peu près comme ça. Ouais. Donc au dessin, Mahmoud Asrar, je trouve, fait un super boulot. Surtout sur la première bataille, moi on sent que ça va être long et qu'il va y avoir des guerres parce que dans les didascalies en fait le héros raconte ce qui lui est arrivé dans sa vie en fait, et il semble être assez vieux et il est passé par multiples batailles et guerres donc je pense qu'on va avoir droit à des sacrées batailles et au niveau des couleurs c'est ok. Moi je suis assez excité pour le découvrir plutôt en VF quand ce sera sorti. Voilà, le premier arc de 6 numéros, je pense, sur lequel j'irai. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Pour moi, c'est une très bonne lecture, un très bon Jason Aaron qui se fait plaisir en fait en reprenant une idée apparemment qu'il avait. Enfin, il jouait quand il jouait dans son jardin et qu'il s'emmerdait, il s'imaginait des batailles épiques dans son jardin avec toutes les races d'insectes et tout. Et donc à la fin aussi, à la fin de chaque numéro, on a des petits fun facts entre guillemets, des petites anecdotes qui nous présentent un peu le lore du monde dans lequel va se passer ce comics. D'accord. Voilà. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus sur les insectes, Animal Crossing est un excellent moyen. Matsatonaka, qu'en as-tu pensé? Moi, je pense que Tom Nook, il faudrait le pendre haut et court. Ah bah le capitaliste le plus mignon de l'existence. Hormis ces bêtises, écoute, je te rejoins dans l'idée de dire que c'est une trame qui est extrêmement classique. La personne étrangère qui arrive et qui se trouve finalement être l'héritière de quelqu'un qui était là avant, etc., etc. Ce qui est assez classique aussi, c'est donc on l'a vu dans d'autres œuvres, dont une que décidément personne ne voudra citer ce soir, où un jeune garçon se retrouve rétréci et évolue dans un monde insectoïde dans le jardin. Je suis pas d'accord. Donc en gros voilà, t'es un peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que soit t'es embarqué, comme c'est une autoroute, c'est soit t'es embarqué, soit t'es sur l'aire d'autoroute. Je reconnais les atouts du récit qui est plein d'actions, qui est très bien dessiné dans le sens où c'est toujours très clair, on comprend parfaitement ce qui se passe. Pour autant, ça me raconte pas grand chose et ma faiblesse à moi c'est qu'on me raconte quelque chose, donc là ça me raconte pas grand chose, donc j'ai pas vraiment accroché, et comme j'ai pas vraiment accroché, du coup en bon casse-pied que je suis, j'ai commencé à me pencher sur les aspects qui me plaisaient le moins sur ce que je lisais, parce que j'ai quand même fait l'effort de lire,
On est quand même des gens polis Bravo. chez nous, hein, bien élevés. Merci. Il y a une scène, alors quand tu disais que c'était pas pour les enfants, c'est effectivement pas pour les enfants. Il y a une scène, mais alors traumatisante, où il y a un pauvre monsieur qui se fait piquer par des moustiques qui sont aussi grands que lui, et donc il se fait vider de son sang par des moustiques qui le Oh, oui, piquent. quelle horreur. C'est ignoble. Et il y a un autre truc qui me gêne énormément, c'est que dans ce monde, il y a une cohabitation donc, entre ce jeune homme qui est humain et qui reste humain quand il est rétréci, des insectes, donc Pâques, son rhino là, son rhino, comment ça s'appelle Scarabérino. Voilà, Scarabérino, merci. Scarabérino. Qu'on peut attraper dans Animal Crossing, tu vois, on y revient. Ben voilà. Les moustiques, là les fameux moustiques, mais tu comprends pas pourquoi il y a aussi des insectes qui sont eux, humanoïdes. C'est-à-dire la guerrière fourmi dont tu parlais, elle a une forme humanoïde. La sorcière araignée, même si elle fait des toiles un peu à la Spider-Man, elle a quand même une forme humanoïde. Donc finalement, moi je suis un peu perdu, je comprends pas trop la logique du truc. Moi, je me demande si justement, c'est pas, par moment, on peut se demander s'il n'imagine pas en fait tout ça, quoi. Enfin, si il est vraiment plongé dans ce truc-là, ou si c'est un truc de son imagination. C'est peut-être une métaphore comme dans Life of Pi. Après, sa mère et son frère le cherchent quand même, donc c'est Oui, évidemment quand même oui. qu'il a disparu. Il Mais est peut-être Ouais. perdu au supermarché. Ah ouais, peut-être qu'il est coincé dans les toilettes. Exactement. Ça arrive. Voilà, donc bon, moi personnellement, bon, j'ai pas détesté, faut pas exagérer, mais j'ai pas accroché. Ok. Bah, tu parlais de la trame classique et c'est vrai que quand Mathieu tu as commencé à résumer, moi j'ai cru que tu allais nous raconter Lock and Key. La famille qui arrive dans une maison où le père a y a un peu péri. de ça. Alors dans Lock and Key il est pas mort Il y a dans un la peu de maison, ça. mais voilà. Et puis l'héritage, Ouais. bon. Oui, oui. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui résonnent un peu. Tchernobog, qu'en as-tu pensé? Assez pareil que mes comparses. Bon, déjà, quand j'ai ouvert ça, on parlait du dessin, je trouve ça très beau. Alors oui, il y a beaucoup de détails, des scènes un peu gore détaillées, mais justement, je trouve le trait très efficace. Il y a des couleurs, c'est chatoyant. Donc visuellement, ça m'a beaucoup plu. Donc ça, c'est ce qui m'a embarqué. Après, dans l'histoire, alors, je suis aussi friand des jeux de mots. Donc même en anglais, il y en avait beaucoup, comme on disait, les Anturions. À un moment donné, il y a un scarabée qui crie Death to Peasant. Donc voilà, un jeu de mots peasant, peasant. Voilà. Donc beaucoup de jeux de mots. Si effectivement ils le font en français, j'attends de voir comment ils vont traduire ils ça. vont rigoler à traduire Petit ça. Ouais. challenge de Ça localisation. va être un beau challenge. Effectivement, j'étais perturbée par ce côté insecte et humanoïde. Quand il va chez les araignées, il y a à la fois les araignées et puis bien sûr elles sont toutes à moitié dénudées et avec Bien sûr. voilà. Et derrière il y a les grosses araignées qu'on connaît, les velus, les Ah non. araignées, une araignée quoi, la bestiole. Guigos sur le chat dit c'est le père qui a batifolé avec des insectes. Mais on voit. Alors, blague en à vrai, part, c'est pas débile. on voit une. Alors, je sais pas si j'ai halluciné ou pas, mais dans la troisième Michou, je sais plus. J'ai l'impression qu'il y a Il y a un un love des interest. des humanoïdes qui est dans une espèce d'orgie et qui fait des trucs avec une fourmi. Enfin, non, ou peut-être j'hallucine. Hein, mais, C'est pas Indiana Jones 4, ça? Non, il y a du... Bon, dans tous les cas, ça a l'air dégueulasse. mais moi, Alors, j'ai mis ça de côté en fait, le côté humanoïde. Enfin, Oui, non, mais- j'ai- C'est normal. Parce que tu traînes trop sur Reddit que tu arrives à faire Oh, ça. Moi, je vais arrêter, je vais vous laisser. Et ce du coup, Reddit, donc moi j'ai bien aimé les insecte, jeux de mots, j'ai bien aimé le dessin. Effectivement, le trope est très classique et c'est ce qui a fini par me lâcher. Je dis ok, surtout qu'avec mon fils, on avait regardé des séries, je sais pas si vous connaissez comme Huntic, Slugterra, c'est exactement comme Lock and Key où il y a un enfant, un enfant ou des enfants qui héritent d'un pouvoir par leurs parents mais sans explication et qui vont avec le lectrice ou spectateur voir découvrir ce pouvoir au fur et à mesure, ses limites, etc. Donc là, il découvre un talisman. Pourquoi le talisman? Comment le talisman? Quoi qu'est-ce? Il faudra continuer à lire. Mais oui, j'étais dans les mini-pousses, dans Chérie, j'ai rétréci les les gosses. Mais oui, les mini. Les oui, mini-pousses. Et grand voilà. pas mini. Avec Grand Pas Mini. Je sais pas si tout le monde en...
Et ouais, non mais il faut assumer ses références. Hein. Moi, j'adore ces trèfles. Bah, écoute. Mais voilà, les personnes qui rétrécissent et se retrouvent dans le jardin. Si vous aimez ça, il y a aussi le jeu vidéo Fourmi qui est plutôt pas mal. Et là, par contre, c'est vraiment la guerre. Oui. Ah oui. Ah C'est oui, qui est sorti il y a Du pas très studio longtemps. bordelais, là. C'est Ouais, la ouais, guerre où vous inspiré, avez les fourmis versus les scarabées versus les Ouais. machins. En Unreal là, Engine 5. Voilà, c'est Yes. vraiment du Magnifique en plus. Ben, j'avais l'impression d'être à mi-chemin entre les mini-pousses et le jeu Fourmi. Et oui, D'accord. il y a aussi Grounded Voilà. sur Xbox. Grounded. Tout à fait. Ouais, c'était cool. Comme Gigos vient de nous le rappeler. Il y a le 2 Il y a le 2 qui va sortir, oui, qui a été annoncé. Ouh. Voilà. Jeu vidéo à la Outcast, c'est nous. Mais sinon, oui, du coup, très, très accroché au début. Et au fur et à mesure de la lecture, je dis ouais, mais en fait, c'est le truc classique, quoi. Donc ça m'a un peu. Je dis, bon, à voir ce que ça donnera, comment il brode autour. Mais je pense que, je redis, je radote, mais c'est mon âge, ça c'est normal. Si tu es embarqué dans le truc, comme ça mâche pas ses mots et que ça va à fond dans la direction qui t'est indiquée, si tu es embarqué dedans, à mon avis, ça te plaît énormément. Mais voilà. Mais par contre, le risque, c'est que tu passes à côté. Ouais, non, moi Mais c'est c'était bien. vraiment le cas. Je me Mais- suis laissé embarquer. Et puis, Bah, c'est Vraiment, bien C'était pas d'avoir. désagréable comme lecture. Non, Ouais, bah non, vraiment. j'ai- Mais c'est bien d'avoir un parti Peut-être pris, tu vois, un parti pris scénaristique, un parti pris de récit. C'est bien parce que ça donne son caractère et c'est parfait. Plutôt qu'un truc mou du Alors genou. effectivement, ça révolutionne pas le genre. Non, mais c'est pas leur mais, objectif. Hein. C'est bien aussi de temps en temps de passer un bon moment dans quelque chose de Exactement. confortable. Exactement, des pantoufles. Exactement, un petit comics pantoufle. Pantoufle Outcast. Tiens, voilà une idée pour l'année prochaine. Ouais. Pantoufle Outcast. Ah bah écoutez, c'est dans le thème, je viens de me faire piquer par un moustique. Oh non. Voilà. Oh. J'espère qu'il va pas me prendre tout mon sang et faire du boudin, parce que je serais un peu triste. Tout est ok sur ce titre-là. Vous avez tout dit. Ouais, On est bon. pense. C'est parfait. Je vais donc repasser la parole à Tcherno. De quoi vas-tu nous parler, ma chère Tcherno? Eh bien, je vais vous parler de Thundercats. Et Thundercats, Lost plus précisément, qui est sorti. Alors, on va voir pourquoi ça s'appelle Lost. Pour situer, il y avait un animé dans les années 90, 80. Fin 80. Oh ouais, 80, oui. Ok. Et donc, c'était des chats humanoïdes, enfin des félins humanoïdes, parce qu'il y avait des tigres, il y avait des lions, etc., qui vivaient sur une planète. Et bien sûr, il y avait un gros méchant. On est un peu sur du Musclor versus Skeletor, mais avec des félins. Et donc, ça a donné toute une saga. Il y a des comics dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Et pourquoi je parle de l'animé? Parce que ces débuts d'Ichon, en tout cas les 3 premières, parlent de ce qui se passe avant l'animé, justement. Où on retrouve des références à des personnages. Donc, dans les comics, on a pu explorer d'autres choses, mais là, on retrouve les références. Donc, qui est à l'origine de ça? Donc, nous avons à l'écriture Ed Brisson, qui a notamment œuvré sur Predator et Last Hunt Predator. Donc, il est habitué à faire des sagas comme ça. Alpha Fight et Sinister. Sensible, un gros sensible. Ok. Et Sinister War. Voilà. Un poète. Il a fait un peu de X-Men avec Dawn of X, voilà. Et au dessin, on a Rafa Lobosco, si je le prononce bien, qui a fait du James Bond, Hack and Slash, donc pas des titres, pas les grands titres, mais j'ai trouvé son dessin efficace. Voilà. Un travail honnête. Très honnête. Donc dans la première issue, comment ça se passe? On voit une grande bataille. Voilà, on aime bien commencer les issues par des batailles ici. C'est original. C'est ça. Et dans cette bataille, il y a un vaisseau, on voit un vaisseau écrasé et on voit des humanoïdes félins qui courent partout. Et il y a notamment Lynx O. Il faut savoir que c'est le nom du félin avec O à la fin. C'est comme ça qu'il s'appelle. Oh bah c'est pratique. C'est hyper pratique. Vous avez Lynx O qui veut récupérer le livre domaine. Alors le livre domaine dans le lore, c'est là où tous les pouvoirs et l'histoire de Sundera sont conservés. Donc on comprend qu'ils se sont écrasés sur cette planète qui est la 3e Terre. Alors est-ce que c'est une Terre du futur alternative? On ne sait pas trop. C'est la 3e Terre. Voilà. Ils viennent de s'écraser sur la 3e Terre, ils se sont fait attaquer, ils comprennent pas trop par qui au début, ils savent pas qui les a attaqués et pourquoi. Et ils cherchent le livre qui est quelque part dans les débris et ils le trouvent pas. Donc ils se font complètement décimer
Et ils se retrouvent, ils arrivent à se retrouver les uns les autres par un petit groupe de 4, donc il y a 4 survivants a priori, qui vont se rassembler, essayer de s'organiser pour trouver un plan et retrouver le livre, trouver un plan, survivre. Voilà, donc on découvre petit à petit ce qu'ils sont venus faire là. Il y a un des héros qu'on va suivre qui est Bengali. Alors il s'appelle pas Bungalow parce que je pense que ça faisait compliqué. Ah. Donc ils l'ont appelé Bengali. Ok. Ouais, il y a une exception sur le. Ah bah non, mais peut-être que c'est pas la même culture. Je sais pas. Bah ça dépend. Non, c'est pas le nom original. Du coup, c'est la localisation en français. Non, parce que là, du coup, tu l'as lu en anglais ou... C'est en anglais. Mais c'est moi, j'ai voulu faire une blague. Ah, pardon, non, j'ai cru que c'était un vrai truc. Non, mais je suis ça finit par un O, je me premier dis... degré. Non, mais Bungalow, ça faisait nul un peu, donc ils l'ont appelé Bengali. Bah, soit c'est ça, soit c'est parce que c'est une fille. Généralement, Bengala. c'était Bengali, Bengala. Eh bien Bungalow, non, c'est un sont dans tigre un blanc. bateau. Ils leur donnent la retraite. Ils disent, mais c'est bon, on va se faire tous défoncer. Restez en vie ceux qui peuvent et barrez-vous. Et lui, il meurt. Il est laissé pour mort. Bungalow. Donc le groupe de 4, ça va rester. Le groupe de 4 s'organise avec Pumira. Effectivement, c'est une Pas femelle Pumiro du coup. Ah, Pumira. Pumira. Voilà, qui hérite du leadership et voilà, elle est médecin, elle hérite du leadership. On suit également Neko. Donc, Ah, bah oui, mais Neko. ça finit par un O, mais Bah oui. Neko, c'est le mot japonais pour chat. Donc qui est très dans la confrontation, le combat, la bataille. Ligon, voilà. Et donc ce lynx O qui a perdu la vue au passage. Donc on va suivre ce groupe-là qui va essayer de survivre. C'est plus un œil de lynx. Ouais, c'est ce que j'allais Ah, dire. Ça désolé. tombe mal. Désolé. C'est ballot, non, je t'en prie. Ah mais là il y a un boulevard, je pense, pour les blagues. Ah bah Mm. écoute. Dans la deuxième issue, on a un petit flashback. C'est-à-dire que Oh. il y a 10 ans sur Thundera, le roi Claudius a fait envoyer une cinquantaine de Thunderians, voilà, les habitants de Thundera, sur la troisième terre. Pourquoi ? Parce que Chitara, alors Chitara c'est un personnage qu'on verra plus tard, c'est un personnage clé de la saga, a eu la vision que Thundera serait détruite. Donc ils vont un peu en repérage, est-ce qu'on peut pas refaire notre royaume sur la troisième terre ? Ils ont été envoyés là-bas. Une sorte d'Elon Musk. Oh. Alors, j'en parlerai après. Elon Musk ? Non. Non. Ouf. Ouf. Et en fait, il veut que son fils Lion-O, alors Lion-O, le héros de la série Lion-O, Lion-O, je sais pas comment vous voulez l'appeler, puisse gouverner sur une nouvelle Tsundera, qui est quelque chose à gouverner. Donc ils prennent le livre domaine qui a l'histoire de leur peuple. Bon, c'est Guide de Routard, quoi. sous-entendu. Pardon ? C'est le guide de Routard un peu. C'est un peu le guide de Routard et c'est sous-entendu qu'il a un certain pouvoir pour refonder leur royaume. Et là, je me dis, mais ils vont faire quoi sur la troisième terre ? Ils sont partis pour faire de la terraformation. Ils savent qu'il y a des gens qui habitent sur... Donc c'est un peu Est-ce que c'est pas plutôt de la Pantera-formation ? Oh On va partir. Pantera. On va en avoir beaucoup. Bon groupe, hein, Pantera. Donc, ils vont. C'est les Donc Brésiliens. après, on revient sur notre groupe de 4 survivants qui sont là, qui découvrent les habitants, les autochtones. Les autochtones. Des autochtones. Ok. Des autochtones. Alors, il y a des hommes, comment on appelle ça ? Pas des hommes, mais des hyènes humanoïdes. Enfin, tout le monde est humanoïde. Des hyènes, Hyénos, des écureuils, hyénos. etc. Et, alors, non. Comme Brian. Brian Brian Yeno. Yeno. Oh là 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 là. Ouais, il fait chaud. Il n'y a hein, aucun sérieux sur cette chronique. Bon. Voilà, merci Gigos. On a les félicitations C'est gentil, pour merci. les blagues. Et donc notre groupe de survivants essaie d'en savoir plus sur cette planète. Alors les gens sont un peu surpris. Oh là là, mais vous êtes des Thunderians, mais on croyait que vous aviez disparu il y a 1000 ans, etc. Donc on découvre qu'il y a un mystère autour de ça. Qu'est-ce qu'ils foutaient sur Thunderia ? Apparemment, ils ont comment dire, les félins humanoïdes ont un jour été sur la troisième terre. Donc on en saura plus aux prochains épisodes parce que évidemment Ou pas. ou pas oui, parce que les gens qui le rencontrent Ça sont pas dépend. forcément sont pas forcément tous très gentils et avenants. Ils sont la troisième terre est gouvernée par un dictateur. Je pense que Alors, Mathieu ça pensait arrive. peut-être au potentiel lecteur qui n'irait Oui. peut-être pas. Voilà. Oui, Aujourd'hui. voilà, mais c'est ça. Je dis que l'histoire, c'est pour dire que l'histoire, les issues s'arrêtent là, mais l'histoire certainement va continuer. Alors, j'ai des choses à dire. Tu n'as pas l'air d'être la seule.
On a des choses à dire. J'ai des On choses en a à gros dire. aussi. Laissez-nous parler. On en a gros. Alors, il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Déjà, sur le principe, ils viennent sur une planète. Est-ce qu'ils veulent quoi ? Ils veulent s'installer, mais il y a des gens qui habitent. Ils vont quoi ? Reprendre des terres qui pensent leur appartenir 1000 ans après. Je vois pas trop quel est le projet. Et du coup, je comprends mieux l'animé où tout le monde est en guerre. Bah, voilà, c'est ça. J'allais faire une petite blague géopolitique. Oui, Et en c'est fait, pas le lieu. On s'est projet tous retenus. et le fait que la troisième terre est gouvernée par un dictateur, ben, on voit le truc venir d'ici. Les Sunderians vont arriver, vont libérer le peuple de la dictature, et puis c'est eux qui vont s'installer. Donc ça fait très très Catlici. pro-colonial. Pardon, je lâche le mot. C'est Ah ouais, très, mais complètement. c'est très colonialiste, et c'est ce qui m'a dérangé à la lecture, parce que les personnages sont pas trop mal. J'aime beaucoup l'univers, mais bon, il y a un petit côté nostalgique, on va pas se mentir. Et puis les dessins sont, comme tu disais, il fait le taf, sont très corrects. Moi, voilà, visuellement, ça me plaisait bien, j'avais envie d'en savoir plus. Mais dès que j'ai vu que ça virait sur un côté colonialiste, je me dis, mais bon, ça m'a un peu gonflé. Je vous le cache pas. Donc j'ai quand même envie de savoir ce que deviennent les personnages, parce que eux, les quatre survivants qui sont en galère, qui deviennent... Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Mais si ça vire, on est les grands libérateurs, etc. Bon, ça va. Moi, je vais passer mon tour. Donc je lirai quand même la suite pour voir où ça va. Si c'est bien ce que je pense ou pas. Et that's it. Avant de passer la parole à tes petits camarades, il y a plusieurs questions qui m'interrogent. Vas-y. La première, est-ce que tu sais combien de numéros sont prévus ? Non. Ok. Parce que des fois l'information est facile à trouver et des fois non. Donc, Pour c'est l'instant, ça il y que a je demande. le 6e qui est annoncé. Mais pas plus D'accord, loin. donc au moins 6. Mais c'est toujours en cours. Ouais. D'accord, donc ça peut éventuellement durer. Deuxième interrogation. Si j'ai bien suivi au début, tu as dit que c'était positionné dans le temps avant l'animé. Oui, D'accord, donc ça veut dire qu'en gros c'est ce qu'on appelle vulgairement un prequel. exactement. Est-ce que, en connaissant l'animé, on se spoile pas finalement ce qui risque de se passer par la suite ? Bah, ça m'interroge, puisque dans l'animé, on sait que c'est la guerre entre les Sunderian, Lyono qui récupère, donc qui n'a pas reconstruit, qui en tout cas essaie de reconstruire son royaume, qui a sa super épée magique et qui va taper des méchants, mais est-ce que c'est pas en train de réécrire qui sont les méchants dans l'histoire ? Je ne sais pas. Ah, ça peut être intéressant. Ça pourrait être ça aussi. Et enfin, dernière question. Est-ce que c'est accessible aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'univers via Complètement. l'animé ? Complètement. Moi, j'avais les refs par l'animé, quand ils citent... Quand il y a un peu de, quand ils citent quelques personnages, genre Chitara, Lyon-O, je dis ah oui, je vois dans l'animé qui c'est, mais en fait, ça n'a pas de. Voilà, C'est resitué dans le comics. tu peux complètement lire le comics indépendamment de l'animé. Je pense que même ça te donne un nouveau départ au truc. D'accord. Ça peut être intéressant parce que c'est toujours quand on reprend un univers déjà existant, les auteurs ne pensent pas toujours aux gens qui n'ont jamais vu la série, lu les comics précédents, etc. Donc c'est toujours sympa de savoir si C'est c'est vrai, c'est accessible aux profanes. Tout à fait. Bah, c'est accessible. Voilà. Et ben du coup, Matt Satonaka, qu'en as-tu pensé ? Alors, comment dire Tu n'aimes pas les colons ? Alors non, ça c'est sûr. Mais déjà, la mode de reprendre des dessins animés des années 80 ou fin 80, début 90, qui étaient déjà nuls à l'époque, moi j'en ai marre. Les maîtres de l'univers, enfin stop quoi, faut arrêter. C'était à chier. Surtout qu'au départ, c'était pour vendre des jouets. Alors, c'est Ça coûtait exactement moins ça. cher de faire une histoire que de faire. C'était en fait le truc c'est un truc qui est connu maintenant, hein, j'invente rien, mais les dessins animés japonais venaient raconter une histoire et il y avait du marketing derrière parce qu'on aime l'argent. Les dessins animés Et de l'aide. américains n'étaient qu'un support marketing pour vendre des figurines. Donc autant vous G.I. dire Joe. que G.I. Joe, voilà, et toutes ces idioties-là. Et vous allez voir pourquoi je dis que ce sont des idioties, parce que déjà à l'époque, franchement, c'était super mal dessiné. Enfin, les maîtres de l'univers, Thundercats et tout, c'était quand même extrêmement mal dessiné. Le seul truc qui était bien dessiné, c'était le générique. Peut-être le premier épisode, donc Galaxy Rangers, et tous ces trucs-là, c'était une déception totale. Ah mais oui. Enfin, moi, avec mon frangin, on venait quand même d'Albator, on venait quand même d'Ulysse 31, on venait quand même de séries qui avaient des graphismes. Alors, il y avait des hauts et des bas, bien évidemment. On tombe sur des trucs comme ça, on se dit, mais c'est dégueulasse, quoi. Bon, bref. Et en plus, dans le fond de l'histoire, il ne faut pas oublier que c'est les États-Unis des années 80-90, dont on voit repoindre en ce moment le nez.
Donc avec des propos qui sont hyper limites. Voilà, alors, ok, donc maintenant j'entends, mais maintenant, attention, on a réfléchi, on est beaucoup plus intelligent. On est toujours américain, donc on est toujours plus intelligent que les autres, mais on est quand même beaucoup plus intelligent qu'il y a 40 ans, ben voyons. Et donc on va décider de, en fait, la doxa qu'on a voulu vous imposer dans les années 80, on va la changer avec la doxa qu'on veut vous imposer maintenant dans les années 2020. Donc autant vous dire que ça me sort un petit peu par les yeux. Bon, ceci dit, j'ai trouvé effectivement que le dessin était tout à fait honnête, mais bon, je n'ai pas réussi à passer cette barrière-là qui m'a bloqué, donc je ne m'y suis pas véritablement intéressé. Je t'avoue que là pour le coup j'ai vraiment poussé, j'ai tourné les pages jusqu'à la fin de la 3e issue, mais C'est plus facile pour lire quand même. c'est oui j'aurais pu le faire dans le sens inverse, tu sais, C'est vrai, à la Pérec, c'est un tu sais, rebelle. je lis dans n'importe quel sens, mais non, là j'ai vraiment pas du tout accroché, donc moi je ne conseillerais pas. Ok. Bon, n'avis pas du tout enthousiaste. Non, mais tu sais, excuse-moi, je continue un petit peu dans mon rant. Ça me pose énormément de questions sur la production américaine qui va nous arriver, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les comics qu'on lit, ce sont des comics qui sont américains. Quand je vois des trucs comme ça arriver, je suis particulièrement inquiet, parce qu'il n'y a pas de raison que Marvel et DC soient totalement imperméables à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je croise les doigts, mais je vous avoue que j'ai quand même très très peur de ce qui va nous arriver dans les années qui viennent. J'espère me tromper. Malheureusement, on ne le saura que quand on les aura sous les yeux, je pense. Parce que bon, la production, surtout qu'on est très... tu parlais tout à l'heure de reprendre des vieux dessins animés, etc. À l'époque, c'était pour vendre des jouets. Bon, aujourd'hui, ça va être pour vendre des jouets à des gens qui sont adultes et donc encore plus d'argent. Donc les jouets seront plus chers. Et oui. On va pas se mentir. Tout le monde fait ça, Lego, etc. Machin, Tom Nook, tout le monde fait ça. Exactement. La nostalgie, quoi. Ils jouent là-dessus. Exactement, comme au cinéma, les énièmes remakes, remasters, suites 20 ans après, etc. Alors maintenant, on le fait en live action avec de vrais acteurs. Ah, ça c'est horrible ça. Mais ça c'est encore un autre créneau parce que du coup justement tu as le côté tu vois, c'est comme le film Dragon, tu le fais en live action mais j'ai pas compris. avec 90% de fond vert. Mais même Lilo et Stitch. Voilà. Enfin, je comprends pas le. Bah ouais, mais La Belle et la Bête. Ouais, mais ça fait des ça entrées, marche ça énormément. Donc les chiffres montrent que ça marche. Ouais, donc du coup tout le monde en refait. Ouais. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de cinéma, sinon on fera cinéma Outcast. Ok, Mathieu, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu es plus enthousiaste? Alors moi, pardon. Moi, des comics comme ça, c'est non. Tu as un chat dans la gorge. Oui, non, ouais. Alors, quand t'as choisi ça, j'étais hyper content parce que je me suis dit, bon, ok, moi, c'est un peu un truc de mon enfance. Bah pareil, j'étais enthousiaste. Je me suis dit cool. Enfin, j'ai à peu près pas grand souvenir de ce que ça racontait à l'époque. Et donc j'étais content de lire ça et j'ai très vite déchanté au bout de quelques pages, quoi. Enfin, ça. Il n'y a rien d'original, le dessin, ok, il est. Oui, il est honnête. C'est honnête, mais c'est pas non plus. C'est bien, mais pas top. Oui, ça renverse pas non plus, tu vois. Les dialogues, c'est quand même très basique, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça se dirige plutôt à des ados, quoi, tu vois. Enfin, non. Au niveau de la cible. Je sais pas trop. Et c'est Alors, encore j'espère pire pas parce que si du c'est coup, on leur fout des colonialiste. idées comme ça. Voilà, c'est ça. Déjà, rien que le thème, je me demande c'est pour qui. Mais ouais, voilà. Je sais pas ce qu'ils veulent raconter. Je sais pas. Je m'étais fait avoir comme ça. J'avais lu le comics Masque. Je sais pas si vous vous rappelez du. Oh, mais c'est pareil, c'était nul. C'était mauvais, mon Dieu. Mais c'était terrible. Enfin, et donc. Voilà, je me suis retrouvé dans le même schéma. J'étais hyper hypé par le truc, quoi. Et puis ça retombe comme un soufflet, quoi. Enfin, c'est non, voilà, c'est mauvais. Il y a rien à sauver, je trouve, là-dedans, quoi. À part quelques belles couvertures. C'est Sur, pas les mêmes artistes, je crois. non, il y a plusieurs bons dessinateurs qui font quelques couvertures un peu chouettes, mais sinon, voilà. Ce qui est très peu, quand même, pour un comics. Quand on en arrive là, si le seul Voilà, avantage, c'est ça. c'est les alternés de cover. Oui, voilà, ça n'a pas beaucoup d'impact. Non, voilà, c'est assez mauvais. Et comme on dit, Et décevant. don't judge a book by its cover. D'habitude, c'est dans le bon sens du terme. Et là, c'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Bon, Exact. Écoute. Thundercats, Lost. Bon, ben non.
Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Matt Satonaka pour la 3e review de l'émission. Ouais. De quoi vas-tu nous parler? Non, j'ai décidé de faire grève. Oh. J'ai décidé de faire grève parce que la dernière fois, vous avez honteusement profité de mon absence, que j'étais malade pour dire du mal de Magic. Et ben, Et ça, Magic the Gathering, le jeu? là, on va pouvoir dire du mal. Et t'es là. Non, non. Oh, alors là, oui, mais cette fois-ci, je vais me défendre bec et ongles. Non, je vais pas faire grève. Zatanna, la magicienne. Zatanna Diabolo. 2025. Ouhou. Donc Zatanna qui revient en force. Zatanna qui a eu son Zatanna Bring Down the House, que j'avais chroniqué il y a pas si longtemps que ça. Donc qui est un personnage qui refait surface, avec lequel les auteurs et les autrices aiment bien s'amuser et raconter des histoires. En l'occurrence, l'écrivain ici, c'est Jamal Campbell, c'est pas Joel Clodo non plus, parce que c'est quelqu'un qui a écrit Naomi et Far Sector. Vous savez, Far Sector, c'était les Green Lantern, l'histoire des Green Lantern, qui était super intéressante, qui était bien. Et au niveau du dessin, c'est Adriano Lucas. Alors, il a fait tout un tas de choses, mais il a fait notamment Red Sonja, mais ouf. Pas celui où Non. elle Non. était vraiment moche. Non, celui non. que t'as chroniqué l'autre jour là. Non, ça va, c'est pas celui-là. Pauvre Mais il Red Sonja. a fait du Red Sonja quand même. Traumatisé à jamais. Donc Zatanna, un style de récit qui est bien particulier et dont on prend connaissance dès le début du premier fascicule, puisque tout commence par un conte pour enfants sous forme un petit peu de poupée, un petit peu de personnages en papier découpés. Et là, ça commence l'histoire est à propos d'une princesse de lumière qui est inquiète parce que son ombre pleure sans cesse et qu'elle ne lui parle pas. Il y a une magicienne qui arrive et qui transforme l'ombre en une vraie princesse. Et elles deviennent ainsi 2 vraies sœurs, une princesse de l'ombre et une princesse de la lumière. Alors, C'est joli. bien évidemment, chacun de ces petits contes au début de chaque fascicule va venir augurer de la suite et de ce qui va se passer dans l'histoire. Le petit conte est immédiatement suivi par une planche qui est beaucoup plus réaliste, chaotique et assez synthétique du personnage que nous allons suivre ce soir, qui est le personnage de Zatanna. Donc on rentre véritablement dans le vif du sujet avec elle. De ce chaos semi-rêve, semi-réalité, surgit alors Zatanna sur une planche assez extraordinaire sur la scène d'un théâtre. Et comme à son habitude, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le personnage de Zatanna, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, et elle lance un magnifique showtime à un public conquis devant elle. Il ne s'agissait que d'une répétition du prochain spectacle que Zatanna, puisque Zatanna a décidé de partir en tournée, puisque Zatanna, si vous ne la connaissez pas, c'est une prestidigitatrice, c'est une magicienne professionnelle qui, selon les histoires, se refuse à faire de la magie à proprement parler, et donc fait de la prestidigitation, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une des magiciennes les plus puissantes de l'univers de DC, puisqu'on est dans l'univers de DC, avec notamment Wonder Woman, puisque sachez-le, Wonder Woman est aussi une magicienne, et c'est pour ça qu'elle s'était alliée dans Justice League Dark, dont j'avais parlé dans un Croissant Outcast. Tout se rejoint. Donc Zatanna est en tournée et pour sa première date, elle a choisi une scène, antique scène pour les Américains, puisqu'elle a 150 ans. Ouh, 150 ans, tu imagines, c'est le siècle dernier. Oh là là, Elle est presque aussi vieille que toi. on a 200 ans d'histoire, on est les maîtres du monde. Ok. Qui a accueilli, presque autant que moi, j'ai entendu, qui a accueilli d'illustres magiciennes et magiciens, dont un certain Zatara, qui était le père de Zatanna, et une certaine Dame Blanche. Donc Zatanna répète son spectacle avec notamment un jeune assistant qui s'appelle Adam. Elle lui explique les règles de l'illusion et de la prestidigitation. Mais pendant la représentation, je coupe court, il y a un tableau, un mystérieux tableau qui représente la fameuse Dame Blanche qui s'était produite sur scène à une certaine époque, qui prend vie et qui engloutit, qui avale Adam et d'autres membres de la troupe de Zatanna. Donc, abduction. Zatanna n'hésite pas à user de son langage des signes. Alors ça c'est très fort parce que Zatanna, donc quand elle fait ses incantations magiques, elle parle à l'envers, mais c'est pas du vrai à l'envers, c'est du à l'envers écrit. C'est-à-dire que le mot
va être écrit, mais avec les lettres dans le désordre. Les mots dans la phrase gardent leur ordre, d'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu perturbant, mais les mots sont écrits à l'envers. Mais là, la Dame Blanche, lui, bouche la bouche. D'accord ? Donc elle ne peut pas parler. Mais c'est pour ça qu'elle dit ces mots en langue des signes. C'est quand même la classe, moi, je trouve. Donc elle dit son mot en langue des signes et elle file dans le tableau à la poursuite des otages. Et là, c'est la course qui commence. Parce que pendant les 3 premières issues, sauf à quelques moments de respiration, c'est une course-poursuite. C'est très hollywoodien, c'est très cinématographique. C'est énormément d'énergie et la poursuite commence à travers des plans astraux et ce premier plan astral, et vous verrez que dans les issues, dans les fascicules, il y a différents types. Dans ce premier plan astral, ce sont des affiches de films de l'âge d'or hollywoodien. Donc on reconnaît les films de Marlowe, on reconnaît des films avec comment s'appelle-t-elle, vous savez, la blonde la plus connue du monde. Marilyn. Merci, Marilyn Monroe. Norma Jean. Et tous ces films-là, et Zatanna réussit quand même à rattraper une grande partie de son équipe, à les libérer, sauf Adam. Et elle réussit quand même à piéger la Dame Blanche, et au moment où la Dame Blanche va avouer ses intentions, Zatanna se retrouve embrochée par une épée dans le dos en plus, en plein dans le dos, comme dans OSS 117. Une épée dorée, scintillante, rutilante, mais qui est maniée par le jeune Adam. Et cette épée, en fait, c'est une épée mystique, une épée astrale, qui la réduit totalement à l'impuissance et qui ne l'empêche de puiser dans sa force magique, et elle ne peut pas empêcher l'enlèvement d'Adam. Elle se retrouve donc à bout de force. Elle réussit quand même à lancer un dernier sort pour se retrouver dans le bar de l'oubli, l'Oblivion Bar, fort connu des amateurs, où on retrouve des personnages familiers de l'univers magique de DC, dont Détective Chimp, vous savez, le petit... Ah oui, le chimpanzé. Oui, le petit singe, le petit chimpanzé habillé comme Sherlock Holmes. qu'un ami cher à notre cœur parti trop tôt avait l'habitude de nous gratifier à chaque fois qu'on avait un épisode de Comics Outcast qui se préparait. Vrai. Donc Zatanna profite d'un répit bien mérité à l'Oblivion Bar, mais repart immédiatement dans sa course effrénée. Et cette fois-ci, elle traverse encore tout un tas d'autres mondes. Et elle se retrouve même à l'intérieur d'une télévision et d'un monde hollywoodien aussi charmeur que fatal. Et la course-poursuite se poursuit. Et l'histoire et l'intrigue se révèlent. Et on se rend compte quelles sont les motivations. Elle fait la rencontre de tout un tas de personnages qui ont aussi leur motivation. C'est très bien raconté. Donc là, vous avez compris que moi, je suis sous le charme. Alors, j'ai pas fait la comparaison avec les deux autres, parce que j'ai commencé par lire celui-là. Je trouve que c'est magnifique, c'est coloré, c'est dynamique, c'est jamais le bordel, c'est toujours clair, c'est vraiment, vraiment très très bien fait. L'intrigue est rondement menée. J'adore le traitement qui est fait de Zatanna, qui est très très bien développé et qui va bien au-delà de l'image qu'on pourrait avoir d'elle, et qui va vraiment dans le sens de ce qui avait été fait dans Zatanna Bring Down the House, où on creuse ce personnage. Alors, un trauma vis-à-vis de son père, etc. Mais là, ça a réussi à aller au-delà et à apporter de manière, je trouve, assez subtile certains sujets. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ce qu'on peut reprocher quand même, c'est un petit peu comme les deux autres parutions qu'on a pu voir avant, ça a un manque d'originalité. C'est-à-dire que se balader comme ça à travers des affiches, se balader dans les télévisions, dans des trucs comme ça, c'est un peu du vu et du revu. Mais là aussi, c'est le choix qui est fait. C'est un univers qui est magique. C'est un petit peu comme si on regardait un épisode de la 4e dimension ou de Twilight Zone ou des choses comme ça. Code Quantum. Code Quantum, voilà, où tu passes d'un univers à l'autre. Et l'autre point que quand même, au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant, c'est le coup de la langue magique. Parce qu'elle en use et elle en abuse. Et de temps en temps, tu te dis alors, mais qu'est-ce qui est à l'envers, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que je vous le dis, la façon dont les mots sont écrits, c'est à l'envers, mais les mots gardent leur place dans la phrase. Donc voilà, il y a quand même une petite gymnastique intellectuelle qui fait que tu ne peux pas trop t'endormir devant le bouquin, ça c'est bien. Mais voilà, au bout d'un moment, ça peut potentiellement saouler. Voilà, mais vous aurez compris que pour moi, c'est un grand oui. Ben oui, ça a l'air, tu es très enthousiaste et ça donne vachement envie. Parce que bon, du coup, je ne l'ai pas lu. Mais ça donne vachement envie. Mais je vais passer la parole à des gens qui l'ont lu. Tcherno, qu'en as-tu pensé ? Attention, Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, ça va. Ouf. Tu vas pouvoir sortir de là en vie. Ouais, c'est ça. Là, je fais
Je fais de la politique. Là. Non, je rigole. C'était ça que tu étais en train de rayer quand je parlais sur ton Je cahier. cribouillais. Non, j'ai bien Elle aimé. était en train d'écrire help pour le montrer aux autres pendant, mais tu le voyais pas. ça. Non, pour de vrai, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un personnage que je connais beaucoup, Zatanna, mais effectivement, ce que tu dis, le fait d'aller de tableau en tableau, c'est un peu classique, la course-poursuite comme ça. Mais c'était vachement bien amené, puisque chaque tableau a son univers, c'était cool. Puis tu vois des caméos avec d'autres personnages. Des caméos avec d'autres persos que je trouvais cool. Mais surtout, c'était une très très belle balade. Le visuel, le dessin, les couleurs, la mise en scène, pour moi, est complètement au service du personnage. Tu dis que voilà, elle est pétillante, elle a de l'énergie, etc. C'est exactement ce que je ressens avec ces couleurs. Ça tente des trucs aussi dans les cadres, dans la structure des cases. Il y a des choses très originales, en tout cas que je vois pas habituellement. Donc voilà, ça tente pas mal de choses. Et pour moi, c'était une balade très très agréable. Donc c'était une course-poursuite, mais c'était vraiment très 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 chouette. Pour le coup des mots, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai pas lu en fait les mots, parce que non seulement il faut comprendre comment ils sont à l'envers, mais c'est en anglais. Enfin, ça demande une gymnastique un peu. Oui, c'est Je pas me suis dit évident. bon, Osef, et par le contexte, je comprends ce qu'elle fait. Si on veut pas se casser la tête à les lire, ça se lit très bien aussi. On comprend ce qui se passe. C'est Il n'y a vrai. pas de mystère à décoder, de choses comme ça. Donc moi, c'est waouh, j'ai beaucoup aimé. Ok, donc un deuxième grand oui. Mathieu, ta vie ne tient qu'à un fil. Attention. Alors, moi, je vais être un peu moins enthousiaste. Un petit peu moins. Vous êtes ultra chaud là, mais moi, Dose bien. voilà. C'est pas nous, Non, c'est la météo, il fait 31. non, c'était très agréable. Alors, par contre, c'est Jamal Campbell qui fait dessin et scénario, il me semble. Non, moi j'ai noté. Attends, mais je vais regarder. Alors, moi, j'ai vu qu'il faisait les deux. Mais bref, en tout cas, c'est magnifique. Vraiment, enfin, il y a des planches, notamment le passage dans la télévision, là, en sépia un peu. Là, c'est vraiment hyper beau, avec un beau traitement des couleurs et tout. L'histoire, effectivement, c'est pas d'une grande originalité. Moi qui connais pas du tout le personnage, j'ai pas été tellement gêné par ça, enfin par mes connaissances du personnage. On est très vite embarqué, en fait, ça commence à vraiment, on est embarqué très très vite dans l'histoire et dans le tourbillon de sa vie à ce moment-là, quoi. Je sais pas tellement. Alors, c'est une ongoing ou c'est Oui. Ouais, d'accord. Non, c'est pas une ongoing du tout. Il y en a 6. Il y en a 6, d'accord. Écoute, ouais, moi, pareil, j'ai assez envie de lire la suite, malgré que c'est la première fois que je lis du matériel sur ce personnage. De Zatanna Ouais, j'avais jamais rien lu. Je suis par moments un peu perdu parce que bon, il y a des personnages que Oui. je connais pas du tout, mais qui sont assez vite attachants, notamment son pote bleu, un peu avec Ouais. une tête de démon là. Bah, écoute, t'es un sacré vénard parce que tu repars ce soir avec 2 recos supplémentaires. Donc Zatanna Bring Down the House Ouais, et que j'ai Justice League Dark chez Urban aussi, qui est super génial. Bah trop bien. Non, c'était vraiment une bonne lecture. Ça m'a fait un peu penser à Magic il y a quelques émissions, en mieux, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé que non, mais il y a un petit schéma qui se répète un peu où elle perd un peu de sa puissance magique Oui. et tout. Enfin, mais mais vous avez raison, c'est mieux que Magic. ouais, voilà, vraiment clairement, j'ai vachement pu s'accrocher. Et puis au niveau des dessins, c'est vraiment très beau, quoi. Alors t'as peut-être raison, hein. Il doit peut-être s'occuper que de la colo. Je crois qu'il fait vraiment dessin et scénario. Mais Zatanna, elle était pas dans le dessin animé Batman des années 90 ? Elle fait une Sûrement. apparition, si. Elle Il me doit semble faire que une j'avais un apparition. POG avec Zatanna dessus. Il y a En Zatanna. collant, elle est en collant tout le temps. Je me souviens d'une brune avec un petit smoking en haut là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui C'est ça. Parce qu'on la Avec des voyait. barésilles. Et un haut Ouais, de c'est forme. ça. Donc j'avais un POG avec elle. Ouais, enfin Si, bref. si. Collector. Et d'ailleurs, il y a un petit caméo de Bruce Wayne dans le. D'accord. Ouais. Hein. Tout à fait. Et de Clayface aussi, Clayface. Ah bah oui, du coup. super. Ouais. Elle a rameuté tous ses Ce copains. passage-là est vraiment très 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 chouette. Moi, Ouais, je il est trouve bien. le passage dans ce film un peu, Ouais. enfin, c'est vachement bien. Très 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 bonne trouvaille. Elle est dans un film sur les assistantes. Oui. Oui. J'ai trouvé ça. Ah waouh!
C'est plutôt cocasse, hein, comme on dit. L'horreur pour elle. Très bien. Eh bien, merci pour ces reviews. Petit résumé. Bug Wars, c'est oui, pourquoi pas. Thundercats Lost, c'est pas du tout. Et Zatanna, c'est ah ouais, carrément. Ouais. C'est très bien résumé. Très bien résumé. Et bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. C'est le moment où je vous parle de nos réseaux sociaux. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un réseau social, je sais pas, on est en 2025, débrouillez-vous. Blague à part. Si vous avez envie de papoter avec nous, je dis pas ça parce qu'on est des stars, hein, je dis ça parce que on parle de choses dans les émissions, mais on n'a pas forcément l'occasion d'interagir avec vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux. Alors, on est un peu partout. On est encore sur Facebook avec le Bouya Comic Club. On est sur Blue Sky avec comicsoutcastvhs.bluesky.fr. Nous sommes également sur Instagram, @comicsoutcast. Et surtout, nous avons le Discord. Alors, ce n'est pas le Discord de Comics Outcast, c'est le Discord du VHS, du Vaisseau Hypersensas, qui est notre label. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Et l'avantage du Discord, c'est que vous avez donc des tas de channels à disposition pour pouvoir parler de ce qui vous anime et de ce que vous aimez. Donc, par exemple, il y a évidemment un channel dédié à Comics Outcast où on parle de comics, où on parle des émissions ou pas. Et vous avez bien évidemment, comme sur tout Discord qui se respecte, tout un tas de channels indispensables, dont un avec des petits animaux mignons. Je croyais que tu allais parler de la charte de modération. Il y en a une aussi. Oui, il y en a une. Quand vous arrivez, vous avez une charte de modération et vous avez intérêt à vous y tenir parce que sinon, papa cucu. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux. Et je rappelle aussi que sur notre site internet, quand vous accédez à un épisode, vous avez les réseaux sociaux des animateurs et animatrices qui participent à l'épisode. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu sur les Thundercats, vous savez comment aller Venez, on vous chercher attend. la personne, etc. Comment Si il vous vient me aimez chercher, Zatanna, il vient me vous chercher. savez où aller chercher Mathieu pour lui dire qu'il a tort. Voilà. Avec plaisir. On dirait que j'incite au harcèlement, c'est affreux. Thor, Jason Aaron. Pas mal. Ouh, très beau. Bref, après cette petite page de pub, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie de l'émission qui est le focus. Qu'est-ce que le focus ? Ah oui. Le focus, c'est la partie de l'émission où nous nous intéressons à une œuvre terminée. Ça peut être une œuvre marquante pour l'histoire des comics ou simplement pour notre petit cœur de lecteur et lectrice. Aujourd'hui, c'est Matt Satonaka qui va nous parler d'un gros dossier, si je puis dire, vu la taille de ce qu'il y a à lire. Oui. De quoi vas-tu nous parler ? Eh Matt ? bien, je vais vous parler, ce qu'on peut parler vraiment d'un diptyque, mais du diptyque de l'œuvre de Peach Momoko, qui est Demon Days et Demon Wars, qui sont un ensemble de fascicules qui ont la particularité d'être une revisite de personnages et d'intrigues Marvel, mais à la sauce mythologie japonaise. Qui est Peach Momoko ? Peach Momoko, c'est une artiste assez, on va dire, mystérieuse, dans le sens où personne ne sait véritablement quand elle est née, on sait juste qu'elle est relativement jeune. Et qu'elle est née. C'est un bon début. Elle est née, Ça, c'est exactement, ça c'est sûr. Donc c'est une artiste et scénariste japonaise, un peu une femme orchestre qui est née au Japon, qui est passionnée de dessin depuis son enfance et qui a commencé dans les jeux vidéo avant de se tourner vers les comics. Elle a commencé sa carrière par des expositions artistiques, notamment en allant s'expatrier un petit peu aux États-Unis, là où elle a commencé à être connue pour son style de dessin qui est très particulier et sa colorisation aussi qui est très particulière, très artistique, marquée artistiquement. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc elle a un style qui est unique. Elle réussit ce que peu de personnes réussissent, c'est-à-dire une sorte de mixte entre une esthétique occidentale et une esthétique japonaise, c'est-à-dire un manga sous une forme de comics ou un comics sous forme de manga, et sans jamais trahir son style artistique, ce qui est vraiment le signe d'un talent extraordinaire et d'un génie, c'est tout. Donc elle a créé ce que tout le monde appelle le Momoko-verse, qui est, comme je vous le disais, en fait, pour Demon Days et Demon Wars, une réinterprétation de tous les personnages Marvel et puis de certains récits Marvel, mais dans le folklore japonais, dans la mythologie japonaise. Donc elle a été énormément connue et elle l'est toujours
à travers des couvertures de comics. Donc tu parlais du Discord tout à l'heure, Lux. Sur le Discord, on a un chan dédié sur les covers pour pas polluer, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Oui, Le chan des covers pour pas polluer. Et il y a beaucoup de geekos qui nous abreuvent de magnifiques covers, nous met souvent sur ce channel-là des covers de Peach Momoko qui sont absolument magnifiques. Donc elle a quand même eu des Eisner Awards, par exemple, pour la couverture des comics. Donc là aussi, on n'est pas chez Joel Clodo. Donc, c'est récurrent, il va falloir nous présenter ce Demon fameux jour Days. à force. Demon Days, Demon Wars, donc c'est une suite de plusieurs fascicules. Si vous voulez les retrouver, mais on les mettra peut-être dans la description de l'épisode, il y a donc Demon Days X-Men, qui est sorti en 2021. Il y a Demon Days Mariko, donc avec toute une série d'issues, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Cursed Web, Rising Storm, et puis ensuite il y a le Demon Wars avec The Iron Samurai, Shield of Justice, et voilà, dans les Demon Wars. Voilà, je me suis pas mélangé les pinceaux. Ouais. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Peach Momoko. Elle est devenue quand même maintenant une artiste, on pourrait dire, pour utiliser un poncif, incontournable, dans le sens où son style est véritablement connu et reconnu. Et voilà. Ensuite, tout est question de goût, bien évidemment. Si vous n'accrochez pas, c'est pas fait pour vous, mais si vous accrochez, sincèrement, c'est du petit lait. Ça a quand même, donc je vous dis, une certaine reconnaissance, car figurez-vous que l'univers de Peach Momoko, vous verrez, on a des personnages Marvel qui sont incarnés sous d'autres yokai ou d'autres Oni, a son propre numéro de multivers de Terre alternative. Et toutes les histoires de Peach Momoko se déroulent sur Terre 42 141. Donc, ça fait beaucoup. donc tu vois, il y a quand même une certaine reconnaissance. Voilà, tu te dis, j'ai créé mon univers qui est canon et qui est reconnu par la Marvel Company. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant ? Donc, si je commence par Demon Wars, donc je vais vous raconter, comme on est en train de parler d'un focus, je vais vous raconter un petit peu les histoires. Donc, l'histoire de Demon Wars, on sent bien par rapport à Demon Days par rapport à Demon Wars, on sent bien que on prend la température, on voit si le public suit, on voit si ça intéresse des gens. Donc l'intrigue, le début de l'intrigue, le premier fascicule qui constitue Demon Days ne parle pas de l'héroïne principale. C'est un conte, mais un conte japonais, comme on en aime bien, c'est Lone Wolf and Cub, c'est toutes ces histoires-là, avec un village japonais traditionnel, donc dans le mont Kirisaki. Et le mont Kirisaki, c'est l'endroit qui reviendra à travers toute l'histoire de Demon Days et de Demon Wars. Donc on a un village japonais classique qui se retrouve être non pas à la merci de truands, de mercenaires, comme dans les films de Ronin ou de samouraï que ne renierait pas Kurosawa, mais qui est à la merci de démons, d'Oni, et notamment d'un énorme démon qui essaie de dévorer tout ce qui passe. Et je ne vous cache pas, ce démon n'a autre que la tronche de Venom. Donc là déjà ça commence. Voilà, tu as un démon, Venom, qui bouffe tout le monde. Et il mange toutes les carottes. Et voilà, il mange toutes les carottes. Est-ce qu'il mange les navets aussi? Parce que Tom Nook, il va pas être content alors. Les clochettes et les navets, il va pas être content. Les navets, on en parlera après. Oui. Non, c'est chaud. Oui. Roll teasing. C'est drôle parce que c'est vrai. Roll teasing. Arrive dans ce village une aventurière qui a un style absolument incroyable, qu'on voit sur la couverture de Demon Days, qui s'appelle Sai, qui ressemble furieusement à Psylocke. Donc déjà, quand tu es fan de X-Men, tu es tout de suite amoureux, parce qu'en plus, elle a un style absolument extraordinaire, accompagné de son loup qui s'appelle Logan. Donc là, tu te dis, ah mais je connais ce prénom, c'est bizarre. Et elle va donc aider le village à travers... l'intrigue est relativement simple dans ce premier fascicule de Demon Days. Elle va aider le village à combattre divers démons qu'elle va rencontrer, et puis pour finalement vaincre Venom et libérer le village. C'est très bien raconté, c'est direct, c'est à la fois la force et la faiblesse des histoires de Peach Momoko, c'est que c'est relativement tracé, mais tu sais où tu vas. Et puis quelque part, tu privilégies la forme au fond. Voilà, c'est jamais trop torture. Alors, on n'est pas du tout dans Game of Thrones, là, ni dans la roue du temps.
À la fin de ce fascicule, on se rend compte que l'histoire qu'on vient de nous conter est une histoire qui a été en train d'être lue par une jeune fille qui s'appelle Mariko. Et se suivent ensuite les autres fascicules de Demon Days, où on nous faisait croire à la fin de la première histoire que ce monde c'était un monde totalement imaginaire, qui était totalement coupé d'une autre. Il se trouve que c'est pas nécessairement le cas, puisque Mariko, petit à petit, se retrouve au gré d'autres personnages qu'on connaît bien. Donc il y a le personnage de sa gouvernante, on va l'appeler comme ça, qui n'est autre que Black Widow par exemple. Il y a un autre personnage, j'ai pas réussi à trouver qui c'était, le personnage qui se téléporte là, le démon qui se téléporte, j'ai pas réussi à trouver qui c'était, mais bon. Enfin voilà. Alors, et ça c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu aussi le défaut, c'est que parfois, bon, quand tu vois un démon qui a la peau bleue, qui a une robe blanche et puis qui a les cheveux orange, tu dis bon bah c'est bon, c'est mystique, je la reconnais. Mais t'en as d'autres, tu dis je reconnais. Des fois c'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. Et puis surtout, je suis pas convaincu que tous les personnages fassent référence à des personnages Marvel. Donc attention, ça c'est un peu casse-gueule, tu vois. Donc attention à la surinterprétation. Donc elle se retrouve embrigadée dans ce monde-là finalement, dans ce monde qui était imaginaire. Hein. Elle se retrouve embrigadée dans ce monde-là et sans vous dévoiler, parce que je vous dis, c'est ce qui fait la force et la faiblesse de l'œuvre. Les histoires ne sont pas très compliquées, donc si je commence à tout vous raconter, vous n'aurez plus véritablement aucun intérêt au récit, mais c'est une histoire de vengeance, elle a été attirée là à dessein. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de famille qui se termine plus ou moins bien. La fin est douce amère, mais surtout elle laisse la porte ouverte pour la deuxième volée d'histoire de Peach Momoko qu'elle a écrite, puisque Demon Days a eu un succès retentissant, hein, tout le monde a bien adhéré, donc elle a continué avec Demon Wars, et Demon Wars c'est un peu comme Civil War, ni plus ni moins, et on va retrouver là aussi donc une Mariko qui pensait en fait avoir rêvé ou être allée dans ce monde et qu'elle n'y aurait plus jamais accès, mais elle se rend compte que cette fois-ci dans le monde réel, dans la rue, en revenant dans des rues japonaises dignes du meilleur épisode d'Evangelion, on a même l'impression d'entendre les grillons là, comme dans les épisodes d'Evangelion. Elle voit des yokai dans la rue, là où les autres ne voient rien. Et petit à petit, donc elle se rend compte que la porte n'est pas fermée et elle se retrouve renvoyée dans ce monde qui s'appelle l'Ikai. Et on se rend compte que la frontière en fait autour de ce mont Kirisaki est extrêmement fine entre le monde réel et le monde de l'Ikai. Et elle se retrouve là-bas, et dès qu'elle se retrouve là-bas, elle est attaquée par des personnages qui sont typiquement japonais, ou des ronin, des samouraïs, etc. Mais cette fois-ci, on les reconnaît bien, parce qu'il y en a un qui est en armure jaune et rouge. Donc tu comprends bien que là, il y a un côté... Que c'est Spider-Man. C'est Spider-Man, bien sûr. Le samouraï de métal. Voilà, le samouraï de métal. Et elle va se retrouver coincée entre deux factions, exactement comme dans Civil War, avec d'un côté ce samouraï jaune et rouge, et de l'autre côté un héros qui a un bouclier de la justice. Alors, voilà, c'est Hulk, tout le monde l'a reconnu, Voilà. bien évidemment. C'est Hulk bleu. C'est Hulk Schtroumpf. Voilà. Ces deux factions luttent pour savoir comment agir avec un démon qui est extrêmement puissant dans leur monde, mais qui est devenu très instable parce qu'il a perdu sa tête, plus exactement il a perdu sa mâchoire, qui lui donne la force. Et il y a un clan qui veut tuer le démon pour s'en débarrasser définitivement, et il y a un autre clan qui dit que ce démon fait partie de l'équilibre du monde dans lequel ils sont et qu'il faut lui restituer sa mâchoire pour qu'il récupère sa tête, qu'il récupère sa puissance, puisqu'il fait partie d'un tout et qu'il assure la survie de ce monde-là. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on retrouve tout un tas de personnages, on retrouve Scarlet Witch, on retrouve Ororo, donc Tornade, on retrouve Thor, etc., dans des rôles qui ne sont pas leur rôle habituel dans Marvel, mais elle prête les traits à ces personnages-là, à des personnages de la mythologie et du folklore japonais qui sont tous décrits en fin de volume. Donc ça permet aussi d'ouvrir un petit peu la porte. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est un truc que les Japonais savent très bien faire. C'est cette possibilité sans vergogne et sans avoir peur d'être taxé d'une quelconque appropriation culturelle ou d'un vol ou de quoi que ce soit. Ils n'hésitent pas en signe, d'ailleurs je pense comme dans les films des années 60 japonais qui reprenaient les codes des polars français, ils reprennent ça en hommage, en signe d'hommage, ils le digèrent et ils le restituent à leur sauce japonaise. Je trouve que c'est un très très bel hommage qui est rendu au monde Marvel sous les traits
de ce folklore japonais, et ça nous permet, nous, de découvrir ce folklore japonais qu'on ne serait peut-être pas allé nécessairement chercher. Je pense aussi, décidément, ils en prennent plein les dents, mais à nos amis américains qui ne sont pas forcément ouverts à ça et qui ont la possibilité de se rendre compte qu'il existe aussi, de l'autre côté de l'océan, une culture multimillénaire qui serait digne d'intérêt et de curiosité. Sur le dessin, donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le dessin de Peach Momoko a la particularité d'être à 100% en aquarelle. Je ne sais pas combien de temps ça lui prend pour faire ça, mais elle a un talent vraiment extraordinaire. Là aussi où c'est extraordinaire, c'est que on dit souvent « Oh, les aquarellistes, ils ne savent pas dessiner, c'est des manches, etc. » Alors elle sait parfaitement dessiner. Ah ben moi j'ai entendu ça. Ma mère qui fait de l'aquarelle, elle me dit que ses copines lui disent « Ouais, c'est facile l'aquarelle, c'est pour les fainéants. » Bon, voilà. Lol. C'est pour ça que tout le monde en fait. Voilà, ouais. exactement. Alors, en l'occurrence, elle utilise l'aquarelle, mais surtout, elle réussit à avoir un trait assez extraordinaire. Là, pour le coup, tu confonds pas les personnages, comme dans Red Sonja où tu savais pas qui était qui. Là, tu confonds pas les personnages. Et en plus, il y a des mimiques sur les visages qui rendent vraiment, qui leur donnent un caractère extrêmement, extrêmement marquant, extrêmement attachant. Que ce soit Mariko, que ce soit Sai, la guerrière avec son épée mystique dont je vous parlais, que ce soit Logan, ou que ce soit même le Captain America sauce, c'est pas fait exprès, mais sauce japonaise, donc salé, sucré, c'est comme vous voulez. Kikoman. Ouh. Vous savez que, vous savez que c'est néerlandais, hein, la sauce Kikoman, hein, ça rien de japonais. Hein. Plus gros producteur de soja au monde. Hein. Belle info. Du coup, c'est Red Soja. Ouais. Donc voilà, à force de dire des bêtises, j'en ai perdu le fil, tant pis pour moi. Pardon. Donc tout ça pour vous dire que L'aquarelle, c'est magnifique. c'est Voilà, dessiné. l'aquarelle c'est magnifique. Les personnages sont dessinés, ils sont tous très attachants. Y compris la petite, le petit Oni qui ressemble à la petite sœur dans Totoro, mais ils sont tous très mignons. Voilà, ils ont tous ce petit côté japonais, mais avec une touche occidentale qui est vraiment agréable. Et voilà, je ne peux que vous conseiller. Alors, bon, par contre, armez-vous de patience parce que c'est relativement long maintenant que tout est sorti. Mais ça se laisse lire. Et je vous dis, l'histoire n'est pas particulièrement compliquée. Donc, vous pouvez arrêter et reprendre un petit peu plus tard. Ça ne sera pas gênant. C'est intéressant, je trouve, ce parti pris d'utiliser, si je puis dire, sans que ça soit péjoratif, non seulement le folklore, l'histoire culturelle, etc. Du Japon, mais aussi l'art, puisque donc le dessin est complètement inspiré entre guillemets par le dessin des mangas, des animés, etc. Machin. Il me semble que aux États-Unis, le marché du manga, c'est pas du tout comme le marché du manga en France, puisqu'en France, le format BD entre guillemets le plus vendu, c'est les mangas. Oui. Et donc je trouve ça hyper intéressant que aux États-Unis, ils utilisent la culture comics, c'est-à-dire en utilisant les héros Marvel que les gens connaissent complètement par cœur, avec cette forme entre guillemets hommage via l'art japonais. Je trouve que c'est un move incroyable et je serais curieuse, je pense pas que les études existent, mais j'aimerais bien de savoir si ça a incité des lecteurs, lectrices de comics à se demander ce qui se faisait en manga. Je crois que ça démarre un peu le manga quand même aux États-Unis. Enfin, ils sont en expansion en fait. Mais effectivement, ce genre de récit peut permettre de les introduire tout doucement parce que il y a vraiment un côté. C'est pile à la limite entre les deux, quoi, entre le manga et le comics. Ouais, quoi. Et ça reste passerelle, bien sur cette ligne-là. Quoi. Ça penche jamais d'un côté ou de l'autre. Non, et puis il y a un côté, là, regarde, alors, je sais pas très podcastogénique, mais il y a un côté voyage de Chihiro, tu vois, avec C'est Oui, extrêmement beau. comme ça. Ouais. C'est c'est vraiment chouette. C'est Greg pourrait nous dire ce qu'il en est du manga aux États-Unis. Je crois que ça démarre effectivement, mais c'est du manga genre, enfin c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est Dragon Ball. Oui, voilà, c'est du Oui, Naruto, base, du One base, Piece. quoi. Ça a commencé comme ça chez nous aussi. C'est vrai. juste que Faut j'ai commencer envie de dire, quelque on part. a C'est vrai. peut-être 25-30 ans d'avance. Mais effectivement, nous aussi, quand le manga a été impliqué. Ils avaient pas Club Dorothée. Ouais, c'est Et ça. non. Ça, les bien Américains, sûr. ils n'avaient pas Dorothée, Non. ils n'avaient pas Jackie. Ils avaient les Les Thundercats pauvres. et Puis surtout, et ils sont Musclor, pas hein. forcément très ouverts Mm. à faire rentrer d'autres choses culturelles que ce qui vient de Ça, chez c'est eux. Quoi. possible. Et surtout que le marché du comics est vraiment énorme aux États-Unis. Donc, Ouais. Ouais, comme ça prend énormément de place.
Bon, enfin bref, on n'est pas spécialiste du marché, mais du coup, justement, ça nous fait nous poser des questions que je trouve intéressantes. Ouais. Voilà. Et d'autant plus que si peut-être, vu que la passerelle est faite, peut-être que ça incite des lecteurs et lectrices de comics à s'intéresser à l'univers des mangas, mais peut-être que ça va inciter des lecteurs et lectrices de mangas à s'intéresser à l'univers des comics, au moins Eh Marvel. ben oui, tout à fait. Tout à Voilà. fait. Bref, sur toutes ces questions que j'ai posées et qui resteront sans réponse, trop bien. Mathieu, qu'en as-tu pensé? Alors moi quand c'est sorti, parce que ça a déjà quand même 2-3 ans, un truc comme ça, j'avais pas... Ouais. Alors Peach Momoko, c'est vrai qu'elle dessine superbement bien, mais son style plaît ou ne plaît pas du tout, quoi. Par exemple, elle est sur Ultimate X-Men en ce moment, Oui. et il y a vraiment des gens qui détestent et d'autres gens qui adorent, quoi. Et là, donc en me plongeant dedans, moi j'ai vraiment trouvé ça vachement beau. J'ai beaucoup plus accroché sur Demon Days, donc le premier, où j'ai vraiment été embarqué dans la lecture. Et le deuxième, bon, j'ai eu moins de temps pour le lire, mais je l'ai un peu plus survolé. Je l'ai trouvé un peu moins. Je me suis moins attaché au personnage. Je trouve qu'il y en a trop, en fait, dans le deuxième. Je comprends. Et que du coup, on a du mal à se concentrer sur le premier est vraiment assez chouette, quoi, avec cette espèce de quête de son identité, parce que elle a perdu, Elle a perdu la mémoire, c'est vrai. perdu je l'ai pas dit. la mémoire, et voilà, non, c'est très plaisant, c'est très très beau, c'est doux, mais en même temps ça n'hésite pas au niveau de la bagarre et tout, quoi. C'est très clair, l'action est très claire, on comprend vraiment bien tout ce qui se passe. C'est plutôt moi qui suis vraiment très 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 hermétique au manga, sûrement un peu bêtement, mais ou par manque de temps, mais là vraiment je trouve que c'est vraiment une très bonne introduction par des trucs dont on est familier, en fait, et qui nous font découvrir un style. Et moi du coup c'est vrai que Ultimate X-Men, ce que j'en ai lu, je trouve ça assez chouette, ce qu'elle fait dessus. Alors attention, c'est de l'aquarelle en couleur. Les mangas souvent sont noir et blanc. Ouais. Là, il y a vraiment de la couleur partout. T'en as plein de mirettes, c'est magnifique. Et en plus, alors donc pour le rapport comics manga, je crois que Panini en français l'a sorti en format manga, en fait. Voilà, Ah ouais. Et ça, Ouais. c'est vraiment dommage. Parce que, alors, Demon Mais il y a eu Wars... plusieurs versions, ils ont fait une grande version aussi. Oui, Ouais. mais alors, celle que j'avais achetée, moi, c'était la petite, effectivement, donc vous voyez pas, mais moi j'ai le Demon Wars, mais version, alors pour le coup, grand Prestige. grand format. Et le Demon Days, je l'ai en Panini manga. Je ne vous le conseille pas. Moi, j'ai des yeux de troisième main. Les textes... Des yeux vintage. Ouais. Ah oui, c'est tout petit. Ouais, bon courage, quoi. C'est vraiment tout petit. Et je trouve que pour apprécier les planches, c'est vraiment dommage. Alors, à la limite, en deuxième achat, tu vois, si vraiment tu as envie de donner de l'argent à Peach Momoko. Oui, mais Pourquoi pas. des gens qui sont que manga Oui. vont peut-être se diriger là-dessus, quoi. Du coup, Certainement. Enfin, je pense que c'est la stratégie, d'ailleurs. Oui. Pas... Oui, bon, c'est pas un un peu plus mystère. grand quand même. Hein. C'est un peu plus grand qu'un format manga. Mais c'est sûr que à c'est mi-chemin, pas... et c'est malin. c'est plutôt malin, ouais. Et puis c'est surtout très 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 beau, et puis une histoire qui est assez passionnante, moi je trouve. Moi j'aime bien les histoires de famille comme ça, qui se découvrent petit à petit, parce que donc c'est une histoire de famille, en fait, surtout sur le premier, sur Demon Days, et puis la version de Civil War japonaise est très très bien vue aussi. Ok. Tcherno, à ton tour. Comme on dit mes comparses. Ah, Comme les dans copains. le crime. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis fan de Peach Momoko. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ses aquarelles sont sublimes. Après, effectivement, je suis plus accrochée sur Demon's Day que Demon Wars, de la même façon. Maintenant, moi, comment dire, en termes de dessin dans la narration, je la compare à Alex Ross. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les dessins, mais quand on est dans l'action pour raconter une histoire, c'est moins... C'est un peu statique, tu trouves ? C'est un peu statique. Alors, ça l'est beaucoup moins qu'Alex Ross. Oui, quand même. Ça l'est beaucoup moins. Mais il y a ce côté... je sais pas comment l'exprimer. En fait, sur Alex Ross, c'est un peu négatif, dans le sens où, ouais, c'est statique, nanana.
que dans ce que fait Peach Momoko, quand tu vas d'une page à l'autre, ouais, c'est statique, c'est beau. Et en fait, j'ai envie d'encadrer les planches, donc il y a pas besoin d'avoir des actions qui vont te déformer les personnages. Enfin, tout est beau, tout est esthétique, et tu vois qu'il y a une maîtrise. Tu parlais de génie, c'est là que je suis assez d'accord. Parce qu'effectivement, cet équilibre manga-comics, cet équilibre culture moderne, plus traditionnelle entre tradition et modernité, il fallait la sortir. L'équilibre, elle le tient parfaitement. Il y a Ça, pas, c'est y a toujours pas sur un fil, quoi. Et elle est parfaitement sur le Ouais. fil, funambule. Donc c'est là où c'est maîtrisé. Et parce qu'elle essaie pas de faire des choses qui ont été faites ailleurs ou qu'elle a vu ailleurs. Elle se dit, je vais faire le truc comme j'ai envie, avec ma culture, avec mes connaissances, et voilà. Et c'est ça que je vous sers. C'est pas quelque chose que je vais recopier ou quoi que ce soit. Ça fait quelque chose d'assez unique. je pense qu'elle a eu une relative carte blanche de Marvel en plus, qui a dû lui dire ok, vas-y, cocotte, fais-nous ton truc à ta sauce, quoi. Je sais pas comment ça a commencé. Est-ce qu'elle a pas commencé Demon's Day et puis ils se sont dit tiens, vas-y, propose-nous un truc. Mais ils lui ont pas donné carte blanche comme ça. Non, bien sûr, mais sur l'ensemble, je pense qu'elle a eu quand même un peu les coups des franches pour faire Ouais. à peu près ce qu'elle voulait, quoi. Ouais, complètement. Eh ben, en tout cas, ça a l'air d'être unanime. C'est sublime. Un titre magnifique et plutôt sympa à lire, même si du coup là, Ouais. les températures sont différentes, si je puis me permettre l'expression. Mais effectivement, plutôt... voilà. Mais je sais que la communauté des lecteurs et lectrices de comics sur notre Discord, repub Discord, était super emballée, notamment par justement les éditions qui avaient été proposées, justement comme la tienne, la très grande, Oui. qui permettent, pardon, je sais pas pourquoi j'utilise le passé, de profiter de ces planches Ouais. incroyables, dans une qualité incroyable. Parce que, eh ben oui, quand on lit un livre et surtout un comics, la qualité du papier, Ah, ça. la qualité de l'édition, ça joue énormément. Oui. Surtout quand on aime garder les BD dans le sens le plus Ouais. large du terme, dans nos petites étagères. Ou oui, plutôt nos grandes étagères, parce qu'à force, ça rentre plus. Ok, et bien merci beaucoup pour cette présentation sur Demon Days, Demon Wars. Avec plaisir. Nous allons pouvoir enchaîner sur la troisième et dernière partie de l'émission. Ça va clasher. Ou pas, on a l'air d'être tous d'accord. Avant donc d'entamer cette troisième partie de l'émission, un petit moment réclame numéro 2. Je vais vous parler du Patreon. Savez-vous ce qu'est le Patreon ? Le Oui. Patreon, c'est un abonnement que vous pouvez prendre. Je ne sais jamais comment exactement présenter ça, mais en gros, vous donnez une somme d'argent, vous décidez du montant, tous les mois au label de podcast, puisque ce n'est pas uniquement Comics Outcast qui bénéficie de cet abonnement, mais bien le label du vaisseau Hypersensas. Ça nous permet notamment de gérer tout ce qui peut être matériel, frais, organisation d'événements, etc. Bien évidemment. Et en échange, vous bénéficiez de quelques avantages. Par exemple, dans le cas de Comics Outcast, là, pendant que nous enregistrons, l'épisode est retransmis en direct sur le Discord. Toujours le Discord, on y revient. Hein. Et oui. Voilà, aux personnes qui sont éventuellement disponibles, parce qu'évidemment, ça Et dépend À de Gigos. pas du temps. En ce moment, nous avons Gigos qui en plus interagit joyeusement sur le chat. Bah, toujours. Voilà, en nous fidèle donnant des parmi les petites fidèles. infos et tout. Merci à toi. Ivan. Et j'ai vu que Ivan Oui, faisait nous le écoute. ninja Ah, en salut, nous Ivan. écoutant discrètement. et Ivan en- le ninja. Voilà. Merci à eux d'être là. On les aime fort, évidemment. Et donc, par exemple, pour le Comics Outcast, le podcast Comics Outcast, mais également le Défaussé, qui est donc un podcast du label qui parle de jeux de société, depuis le mois dernier, vous propose, si vous êtes patrono, de participer à un grand tirage au sort qui vous permet de gagner des jeux de société. La Donc classe. voilà, il y en a un par mois, donc c'est plutôt stylé et plutôt sympa. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, de toute façon, vous avez plus d'informations sur patreon.com/vaisseau hypersensas. Merci. Bah de rien. Merci aux patronautes. Mais oui, Et merci à toi aux aussi, bien patronautes. sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon. Hmm. Oui. Un petit mot pour les bonnettes.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, mais on le dit à chaque fois, mais c'est chaque vrai qu'on les émission. aime Non, mais tant. là, ils sont, Grâce au Patreon, on magnifiques. a Elles sont racheté superbes. des bonnettes, ça fait bien 2 mois, mais ça fait 2 mois qu'à chaque fois on en parle parce qu'elles sont elles sont magnifiques. mirifiques. Elles sont de toutes les couleurs, même si quelqu'un a visiblement mis du rouge à lèvres sur la bonnette jaune. Donc Sur toutes les bonnettes sur jaunes. toutes les bonnettes. Ah Sur oui, toutes donc les on jaunes. a un ou une fétichiste. Non, mais hein. ça, c'est le contre-cast. Je cherche pas. C'est des- jaunes. ils sont mal élevés. C'est des gens ça qui sont. dénonce, le ça clash. dénonce. Ouais, Oh c'est là des gens là. qui sont VHS qui- Wars. qui méritent de pas être connus. Pardon, ça se trouve, c'est les jaunes parce qu'on voit le contraste. Il y en a peut-être sur les autres couleurs et on le voit pas. Oh là 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 là. Bah écoute, moi j'ai un La vert suspicion. clair, ça La va. suspicion. Bon, enfin voilà, donc ça apporte des couleurs peut-être dans nos vies, mais en tout cas dans nos enregistrements. Sur ce, on va rentrer dans le dur, dernière partie de l'émission, et pas la Très plus dur. facile aujourd'hui. Donc cette partie, c'est le hors les bulles. Le principe du hors les bulles, c'est de parler de tout ce qui concerne l'univers des comics. Ah ouais, non. Alors, moi, je. Vous voulez que je présente le film, c'est ça? Ah bah, alors, qui se dévoue? Bah attends, déjà Alors, que je finisse d'expliquer, Pardon, là, parce que excuse-moi. vous- Excuse-moi, je brûle les étapes. Pardon. Je précise pour les auditoristes, ils font des grands gestes, genre tu veux parler, non, pas moi, oh là là, surtout pas moi et tout. Enfin bref, donc j'étais un peu perturbée. Donc hors les bulles, on part de l'univers des On est comics, dissipé. mais qui ne sont pas les livres, les films, les séries, les jeux, les expositions. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un film, et je ne dirai pas qui nous a proposé le film parce que je respecte cette personne, mais je lui en veux un petit peu quand même, puisque nous avons décidé de regarder Punisher Zone de guerre, Waouh. qui est donc un Warzone. film de Lenny Alexander sorti en 2008, qui a le principal intérêt, peut-être le seul, d'avoir Ray Stevenson dans le rôle du Punisher. Donc Ray Stevenson, vous l'avez peut-être vu dans plein de séries, c'est un acteur avec un charisme incroyable Oui. qui est malheureusement décédé cette Il est pas année ou là. l'année dernière. Mm. Eh ben oui, Mathieu a l'air étonné. Je savais pas. Et ben voilà, donc trop de tristesse. Le principe de Punisher Zone de guerre, alors j'ai appris parce que je suis quand même allée sur Wikipédia histoire de voilà. Mhm. C'est la suite d'un Ah. film de 2004 avec Thomas Jane dans le rôle du Punisher. Ah, c'est pour ça que j'ai et- rien compris alors. D'accord. Bah voilà. Et comment il s'appelle, John Travolta dans le rôle de l'antagoniste. Et C'est un le truc de film scientologue ou- a pas trop mal marché, Bah, les scientologues ils sont allés donc. peut-être. Oui. Il commence à être beaucoup en plus. Et du coup, ils se sont dit, oh bah tiens, vu que ça a bien marché, on va faire une suite, parce que c'était au moment où justement Marvel essayait de 2004-2008. Il lançait Mais des poissons dans les mares en Des- espérant des que. ballons sondes. Ouais, voilà. À base de Ghost Rider aussi. Oh là là. Putain. Oui. Et donc voilà, ils se sont Dans dit un on va prochain faire une Hors les suite, bulles. mais du coup, pas le même réalisateur, pas les mêmes acteurs, bon, pas le même méchant, je suppose qu'il meurt à la fin. Bref, je sais pas, je l'ai pas vu. Alors Ah, le premier. Oui, le premier. Ah, je croyais que t'étais pas allé au bout du. Non, de non, non. Ah, celui-ci. si. Oh, bah, si, le 2. Oh, attends, avec toutes les merdes que je regarde, j'ai bien pu regarder celle-là jusqu'au bout. Et donc, ils se sont dit, ouais, on va faire un deuxième et tout. Et ça a été une catastrophe au niveau. Enfin voilà, allez sur Wikipédia, il y aura tous les chiffres, mais c'était pas bien du tout. Je crois que c'est un des plus gros navets de l'époque de Marvel avec Ghost Rider 2. Ah bah voilà, on y revient. Et donc, j'ai appris qu'il y avait eu un Ghost Rider 2. Oui. Je savais Et pas non bah ouais non plus. Et il y a toujours Nicolas Cage dedans. What? Mais oui. Alors du coup Ah oui, j'ai mais très dans le envie deux, de le oui. voir Faut maintenant. que je regarde ça. Mais pareil. Tellement de hors les Et vous bulles pour voulez l'année prochaine. instant gêne. Vas-y. Moi je me rappelle quand il est sorti, j'étais dans le RER avec des collègues qui savaient que je m'intéressais. Mais tu sais, c'était une époque où c'était. Maintenant c'est super. Bon bref, il y a eu une époque où c'était super classe d'aimer les super héros, Ouais. etc. Là c'était l'époque où c'était quand même encore complètement ringard. Et j'ai eu tout un tas de trucs. Voilà, Outcast. Parle-nous, Matt. Non mais le côté Outcast. Trauma c'est- Outcast. ça me parle beaucoup. Et on voit l'affiche de Ghost Rider 2. Et ben se retournent vers moi et puis elles disent Tiens, tu vas aller voir ta bouse là. Oh C'est la méchanceté. Très agressif. Et bon, en l'occurrence, c'était vrai. Hein, donc, je le- Oui mais sans l'avoir vu, La c'est jugeance. Bah, péteux attends, quand alors, même. quand tu C'est vois péteux. quand tu vois l'affiche, tu sens quand Mais même. j'ai même pas que- vu l'affiche. Oui, bon. Mais, Ok. euh, Hmm. Ah moi je suis juste allée voir Ghost Rider. C'était un rencard. C'était pas le meilleur rencard de la Terre. En plus, double peine. Bref, donc, Punisher Zone de guerre, grosse chute au box-office, blablabla. Et du coup, ils n'ont pas continué, mais c'est pas plus mal. Donc, qu'est-ce que ça raconte Le Punisher, très original.
Il est complètement dévasté parce que bien évidemment sa famille s'est fait massacrer. Bon, ça, on a l'habitude. Oh, bah alors ça. Il a décidé de s'en prendre à la mafia locale. On a l'habitude. Bon, la mafia locale, il y en a un, il le défigure. Donc du coup, il décide de s'appeler Jigsaw. Comment il s'appelle cet acteur déjà, je sais plus, qui est un acteur britannique et qui du coup prend un accent italien, puisque c'est censé être la mafia italienne, sauf qu'il perd régulièrement son accent au cours du film. Ah, problème. Un Donc, accent italien ridicule. Mais oui, T'as pas oublié, déjà t'as c'est oublié. pas ouf, hein, mais alors voilà. Qui à un moment va aller chercher son frère qui est en hôpital psychiatrique, qui est donc joué par le méchant de la ligne verte, le méchant garde. Et par Le qui jouait sadique. Eugène Tooms aussi dans X-Files. Voilà. Qui lui n'a pas d'accent italien d'ailleurs, il me semble. Non. Et qui est profondément cruel. Il aime bien genre démembrer des gens et leur manger le foie. Voilà, il devrait faire un club peut-être avec Hannibal Lecter. Et voilà, et leur objectif c'est de se débarrasser du Punisher. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Pourquoi est-il aussi méchant? Ouais. Et puis après, il y a les flics qui essayent de l'arrêter, et puis qui en même temps l'aident un peu, parce que, bon, il y a clairement des flics de droite qui disent ouais, mais le Punisher, il fait ce qu'on a envie de faire et qu'on n'a pas le droit de faire, à savoir donc tuer les méchants plutôt que les arrêter. Et là, t'es là genre, Inspecteur Harry? ok, mec, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. Et puis, tu as les flics qui sont plutôt ouais, bah moi aussi, mais arrivé des bricoles, moi aussi, j'ai perdu des gens dans ma famille, j'ai eu des problèmes, etc. par le passé, des collègues sont morts à cause de moi, enfin tout un tas de trucs un peu voilà, et qui du coup comprennent que le Punisher il est surtout un homme blessé, etc. Bref, plein d'ambivalence au niveau du traitement du personnage, bien évidemment. Dis donc, il a de la chance de t'avoir, hein, le Punisher. hein. Pourquoi? Parce que je le défends un peu. Ah bah là, tu... Ah bah écoute, je fais sa psychologie, Ah, là, hein, voilà. c'était... J'ai pas dit que c'était bien, hein, mais j'essaie Tu vois, d'expliquer. la façon dont tu le racontes, c'est bien mieux que ce que j'ai vu. C'est bien. C'est mieux écrit. Voilà. hein. D'un point de Mieux vue raconté. visuel, voilà, donc le scénario pas ouf, évidemment. Les gentils gagnent à la fin, le Punisher s'en va, il disparaît parce qu'il est bresson, enfin bref. Les Bretons? Bresson. Je sais pas s'il est breton. Il est de Punisher Quimper. Ek. Tu vas te mettre une galette dans la tronche. C'est le rebelle, c'est Lorenzo Lama, il part, C'est Oh il part à la là fin là. de l'épisode. Oh là là. Et alors moi, ce que j'ai Venir, trouvé comme très intéressant, c'est l'identité visuelle au niveau des lumières et des couleurs. On a un univers visuel qui penche légèrement, attention référence, vers Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, à base de néons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des néons très partout. nombreux néons et qui créent en fait des mélanges de couleurs. Et des fois, il y a des bastons, par exemple, dans des endroits qui sont assez sombres. Et on a les lumières, les néons de la ville qui transparaissent à travers les fenêtres. On a les néons dans le bâtiment qui font d'autres couleurs, etc. Et qui font des mélanges de couleurs qui contrastent énormément avec le côté extrêmement sombre des bâtiments et de l'univers dans lequel effectivement le Punisher évolue. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment, j'ai trouvé ça très stylé, sans compter les néons, par exemple, avec des textes qui se mettent à clignoter, font apparaître des mots, en font disparaître d'autres, etc. Et en fait, il y a énormément de symboles dans tout ce qu'on voit. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est pas ouf, mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Mais c'est pas inintéressant, parce que j'ai trouvé, donc c'est purement personnel, qu'il y avait cette ambiance comics en fait. Comme par exemple dans le Hulk de Ang Lee, il utilise énormément les cases Oui. dans les transitions, etc. Machin. Donc on a une façon d'utiliser l'imagerie du comics Mhm. en tant que tel. Et ben j'ai trouvé que dans ce Punisher là, on avait ce côté à travers justement les jeux de lumière, etc. et la composition des plans avec les lumières qui Ouais. pouvait faire référence à l'univers comics au sens édition du terme. Voilà. Ok. On a l'impression que je défends le film. C'est pas forcément ce que je veux faire. Mais voilà, il faut savoir, il faut savoir aussi parler de ce qui est pas désagréable, même si totalement, même Ah si oui, non, mais- au global on n'a pas trouvé ça ouf. Question. Oui. Est-ce que tu l'as regardé sur ce grand écran-là? Oui, D'accord, ok. pas si grand non plus, mais. Non, mais c'est certainement plus grand que ça, quoi. Ah oui, non, je l'ai pas regardé sur une Voilà, tablette, je l'ai sur regardé une tablette ou un une téléphone belle ou rien, quoi. télévision, Ben oui. Ouais, sur Eh la oui. tablette, ça en jette un peu moins. Quoi. Vous avez Mm. regardé sur des tablettes? Bah oui, moi j'ai. Ah ouais, vous aimez souffrir en fait.
Bah, et on n'a surtout pas le choix. Moi, je l'ai regardé J'ai sur un pas de écran télé. géant. C'est-à-dire bah que voilà. quand on t'offre un verre de la villageoise ou de GVor, tu vas pas le boire dans un verre en cristal, ça sert à rien. Bah, c'est parce que t'es pas invité chez moi. Bon, allez, blague à part. Qui commence? C'est bon, ça va être un peu un massacre, je pense. Donc, Bah, J'y vais. Allez. vas-y. Moi, je vais un peu défendre le film sur certains points. C'est que je trouve que c'est une adaptation assez fidèle du matériel source, quoi, du comics. J'ai l'impression que alors déjà l'acteur, il est parfait pour le Punisher, je trouve. Enfin, il ressemble beaucoup au Punisher de l'époque Garcenis avec Matt Dillon au dessin. Enfin, moi, j'ai re-regardé en fait. J'ai une BD à la maison. C'est vraiment la même tête, quoi. Donc ça, déjà, c'est assez chouette. Il y a des petites touches d'humour aussi, comme dans la période Garcenis, où c'est vraiment pas le principal, mais il y a des petites, de temps en temps, des petites vannes, et puis des méchants grotesques, comme comment il s'appelle, Jigsaw. Jigsaw qui se fait défigurer dans un composteur C'est un à Thundercat verre. lui aussi. Quoi C'est un Thundercat aussi, non? Non, mais il met des gens dans des fosses avec des seringues et tout, là. Oui, Il a un maquillage C'est bien. vraiment, qui est tellement mal fait, mon Dieu, ses cicatrices et tout. C'est assez drôle. Enfin, vraiment, c'est un film qui est assez marrant quand tu le prends. Mais tout est exagéré. Oui, en oui, fait. tout est exagéré. Enfin, la première scène, donc quand il va décimer la famille de mafieux là dans la maison, avec le papy là qui hurle "Va fanculo" juste avant que le massacre C'était commence là. gratuit. Ça sort Oh de là là. nulle part. Pourquoi il dit ça, on sait pas. Juste la lumière, elle s'est coupée en fait, et il sort un "Va fanculo". Et puis après, c'est massacre avec je m'accroche au lustre et je tourne avec mes mitraillettes Non, et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est Mais- hyper graphique en Mais plus. hein. Il y a du sang, moi je trouve voilà. ça plutôt assez marrant et ça y va dans la violence, quoi. Enfin, pour le coup, là où là, on est assez d'accord que la série Netflix, le Punisher de Netflix est quand même plutôt assez chouette et tout, mais je le trouve peut-être un peu moins fidèle aux comics que ce film-là où Punisher, il est pas là pour rigoler, il envoie il bute par n'importe quel moyen tous les méchants, quoi. Et là, je trouve que c'est assez fidèle à ça. Et voilà, c'est le bon point que je relèverais. Par contre, mise en scène, il y a c'est un peu cata. Il y a des ah si, aussi, il y a un autre bon point. Il y a les Yamakasi dans le film. Enfin, je sais pas si vous voyez, il y a Je vais en parler. 3-4 gars là qui sautent de partout, qui sont complètement cons. Enfin, et puis qui finissent assez mal. Et donc voilà, crossover avec les Yamakasi. Non, voilà, il y a plein de trucs où tu te dis mais c'est pas vrai, encore un truc improbable. Enfin, ça n'arrête pas. Il y a cette petite fille qui prend d'amour le Punisher, qui fait comme pourtant vachement flipper, quoi. Et bah non, cette petite fille, elle l'adore, elle va dans ses bras et tout ça. Voilà, il y a c'est rempli d'incohérences, il n'y a rien qui va, mais j'ai vraiment plutôt passé un bon moment. Ouais, non, je repense à un truc. On a l'impression que le Punisher il vit chez Blade. Oui, en plus, Ça oui, ressemble, oui, oui. ça ressemble Ah oui, à la même habitat, genre oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. vieux truc industriel et tout. C'est vrai. Donc non, c'est vraiment clairement pas un bon film, mais Pas un les mauvais moment. en ouais, vrai. non, vraiment pas un mauvais moment. Les gens sont, il y a des personnages qui sont complètement fous là. Le frère du méchant, il est Oh là là. complètement allumé. Oh là là. Et puis il est violent gratuitement. Non, moi, tout est dans l'exagération. C'est complètement grotesque en fait, et ça va beaucoup trop loin, mais Oui. plutôt bon moment. Non, mais tout dépend avec quelle intention tu viens voir le film. Au début, On savait où on allait là quand même. moi au début je me suis dit ça va être Alors, moi, non. un nanar. Waouh. Ma pauvre. Donc, je me suis dit ça va être un nanar dans le sens où ça se prend au sérieux, etc. Et en fait, j'ai très très vite compris, et c'est ça en fait qui est dommage, c'est que tous les aspects graphiques, éclairage dont tu parles, moi ça a été totalement oblitéré par les acteurs. On a l'impression qu'ils en ont rien à foutre d'être là. Ils ont mis des potards à 11. Les scènes d'action, on a l'impression tu accélères un tout petit peu, tu mets la musique de Benny Hill, Et- ça passe nickel. Alors, anecdote cet après-midi, parce que je l'ai regardé il y a une dizaine de jours, pour me le remettre un peu en tête, je l'ai regardé en x2. Ouais. Alors, c'est encore plus drôle. Ben,
Je vous le tu vois, conseille, comme ça vous prendra moins de temps. Mais je Deux vous le conseille. en même temps. Et avec la musique de Benny Hill, notamment là, quand il est accroché au lustre là, et qu'il tire dans tous les sens, là, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, enfin, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a aucun acteur qui croit en son rôle. Ils sont là parce qu'il faut à un moment ou à un donné faire bouffer la famille, quoi, ou payer la coke, je sais pas. Mais voilà, ça manque de crédibilité, donc c'est pas suffisamment honnête pour être un nanar. C'est pas un mauvais film sympathique. Là vraiment, t'as l'impression que c'est Balek 40 000, quoi. Ah, totalement. Et si tu vas le voir avec quand même cette idée-là de rigoler, de te marrer, oui, effectivement, parce que les morts, enfin les exécutions sont ridicules. Hein. Puis c'est varié. Oui, c'est très varié. Oui, très varié. avec tous les moyens, tout Ouais. possible, imaginable. Gros budget ketchup. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est la créativité dans les scènes de violence gratuite. Au début, je ne savais pas que c'était un film un peu seconde zone. Voilà, j'y suis allée en très premier degré. Aïe. Et effectivement, dès la première scène, quand il se suspend au lustre à l'envers et qu'il tournoie pour buter les gens, je dis ok, c'est ce genre de film. Donc effectivement pas un bon film, hein, c'est très mauvais. Mais effectivement, j'ai quand même passé un bon moment, mais parce que j'ai rigolé du début à la fin, justement Voilà. pour le côté grotesque. Les scènes de violence, les Yamakasi, tu disais à un moment donné, là c'était le summum du pompon de je sais pas quoi. Quand ils sont sur un toit, il y en a un qui saute et il se prend un lance-roquette en plein saut. Je dis, Oh, qu'est-ce que j'adore. c'est que C'était ça trop bien. C'était trop bien ce moment. Et bien sûr, il y a un budget maquillage, effets spéciaux proche de pas grand-chose, et ça se voit. Donc il y a ce côté-là aussi. Ah oui, il faut une explosion, tu vois que c'est un truc rajouté, c'est très 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 moche. La violence dans les morts, tu disais le parrain au début qui parle en italien, mais en fait il parle pas italien. Il dit deux mots que le grand public va comprendre, typiquement mangiare et vaffanculo. Mais oui, c'est ça, il dit mangiare, il dit ça à C'est tout le quoi monde. ces deux Oui, mots là c'est ça, il dit ça à tout le monde. Là. C'était presque raciste. En fait. Ah bah oui, carrément, C'est c'est pas américain, presque. quoi. hein. Il dit que ces deux mots-là et puis rien d'autre. Très ridicule. Enfin, tout était ridicule. Le Punisher qui est mono-expressif, Ah. qui fait toujours la gueule. On dirait bien sûr. Samuel Le Bihan avec une Oh seule, non, une seule un peu de expression. respect pour Stevenson. Quand même. Non, franchement, le rôle lui va bien. Mais ouais, il était mono-expressif parce que de toute façon, il a la rage, il fait la gueule, il déteste tout le monde et, Bah et ouais. on le sait. Il est vénère. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est de la caricature. Je sais pas si c'est un bon nanar. En tout cas, c'est un mauvais film. Mais j'ai rigolé justement parce que voilà, j'ai dit ok, c'est ce genre de film, on va pas s'attacher au matériel de base, on va prendre ce qu'il nous raconte. Et ouais, j'ai rigolé. Tout est outrancier en fait. dans ce- Oui, C'est vrai. C'est vrai. c'est ça. Alors à noter que donc le film, comme je l'ai dit tout à l'heure, est réalisé par Leni Alexander, qui est donc une femme. Et bah, c'est pas souvent déjà les films de super-héros réalisés par des femmes. On pense à Patty Jenkins, mais c'est une femme pour réaliser un film sur une super-héroïne déjà. Et en plus, là, Leni Alexander, c'est pas n'importe quel héros de comics. C'est genre celui qui fait du smooch partout. Et je pense que c'est assez intéressant de le notifier, sachant que cette nana, elle a réalisé quand même Hooligans, qui est un film extrêmement stressant sur les hooligans, avec... comment il s'appelle, la Frodon Saquet ? Mince, j'ai oublié son nom. Ah, Oui. oui. Bah oui, Lequel de Frodon? Oui, Frodon. Oui, Frodon. Elijah Wood. Elijah Wood, voilà. Et donc voilà, un film extrêmement violent, et je trouve ça couillu. Parce que bah voilà, hein, l'industrie du cinéma, elle est encore très paternaliste, patriarcale, tous les Alors patères par que vous contre, c'est voulez. marrant, c'est pas un film féminin. Du coup, pour le coup, il Alors- y a un personnage ennemi féminin qui a 3 phrases. Enfin, Alors attention, il n'y a pas de film féminin. non, pardon, oui, non, mais enfin, je vois ce que tu veux dire. Effectivement. elle met, Voilà, c'est Moi, je un savais film pas que c'était une- extrêmement violent, extrêmement sombre, extrêmement tout ça. Et justement, c'est intéressant qu'il y ait une société de production qui ait osé, entre guillemets, mettre les clés de ce film dans les mains d'une réalisatrice qu'on n'attendait pas forcément dans ce genre de domaine. Voilà, donc je voulais le relever. J'espère ne pas l'avoir fait de façon trop sexiste. Et vous avez l'idée. moi, oui, là, je viens de dire un film féminin. Pardon, je m'excuse. hein. Bah, tu feras la vaisselle avant de Il n'y partir. avait pas trop de femmes dans le film, ce que tu voulais Bah, dire. Voilà, ça, c'était ça, oui, enfin, à part, Moi, je savais pas du tout que c'était une réalisatrice pour pour le coup. quoi. Ouais, bah voilà. Oui, l'intérêt, il n'y en a pas. De Oui, quoi du coup, de mettre une femme. L'intérêt de leur personnage.
Bah oui, parce qu'elles sont là pour justifier le fait qu'il a quelque chose à défendre, C'est ça. mais et à protéger. Voilà, c'est une femme et sa fille. La veuve et Il l'orphelin. faut protéger. Ouais. Enfin voilà, schéma classique. Après, voilà, c'est 2008. Dieu merci, en quasiment 20 ans, certaines choses ont changé, même si pas toutes. Oui, ça a causé un blanc dans la conversation. Et c'est disponible sur J'ai essayé- Netflix. Voilà, dans tous les cas, le film est disponible sur Netflix. Le premier également. Voilà, j'ai découvert ça après, donc je pense que je vais me le faire peut-être ce week-end là, si Pareil. j'ai besoin de me détendre. Mais j'ai peur que ce soit pas aussi bien. Oh, je sais Ou pas. aussi marrant. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais il a mieux marché au box-office. Bah après, c'est peut-être qu'il était tellement nul que les gens n'ont pas voulu aller voir le 2. Donc, bon, enfin bref. Le premier, c'était avec Dolph Lundgren, c'est ça? Non, Alors, c'est celui Travolta. avec Thomas Jane. J'ai- Dolph Lundgren, c'est 1987, c'est ça, on avait regardé tout à l'heure. J'ai 2 informations pour vous qui nous viennent du chat, puisque je vous rappelle Vas-y, qu'on a nos vas-y. patronautes qui nous écoutent en direct. Elle a refusé dans un premier temps, avant d'accepter, après avoir lu le run de Garcenis, Ah, et d'avoir voilà. eu la garantie de pouvoir faire ce qu'elle voulait. Même, Eh ben- même si au final, ce n'était pas vraiment le cas. Pas bon. Deuxième information, le premier est une vraie purge. Ah bah parfait. Ah bah, ça me donne encore plus envie de le voir. Sur compléter. Netflix, il y a, quand tu vas sur la page du film, il y a toujours une scène, enfin un extrait du film. Et là, c'est l'extrait du lustre en fait. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, on y va. Moi, j'aurais toujours la musique de Benny Hill, tu sais, quand il court. Ouais, avec le qui tape Si sur en la plus tête. tu le regardes en Ouais. accéléré, Ouais. Ouais, en x2. Oh bah alors là, oui. Oh tu le là regardes là. en x2, c'est Putain, en plus, du coup, ils C'est doivent parler vraiment- avec des alors, petites pour voix le- très aiguës. Oui, oui, c'est- Alors le papy italien du début en accéléré, c'est un must watch. Le parrain chez Wish. Le parrain chez Shein. Bref, si vous avez envie de je sais pas, rigoler, vous De rire. détendre, de vraiment pas vous prendre la tête, et en même temps que vous n'avez pas peur du sang, Punisher Zone de Guerre peut être pour vous et se trouve actuellement sur la plateforme Netflix. Jetez-vous dessus. Bah oui. Comme lui se jette sur les méchants. On y va, c'est fini? C'est fini? C'est fini. C'est fini, c'est fini? Déjà. La punition est finie. Oui. Donc voilà, bon bah c'est bien, cette troisième partie ça nous a bien détendu. Ouais, c'était bien. très 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 drôle. On espère que vous avez apprécié écouter cet épisode comme nous avons visiblement apprécié de l'enregistrer. Donc Comics Outcast 246 c'est fini, je vais dire au revoir à mes petits camarades. Tcherno, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Sur les réseaux sociaux, sous Chernobog, et puis et je pige aussi pour le site L'Info tout court. Très Oh, bien, classe. merci beaucoup. Matt Satonaka. Oui. On peut te... Pardon, Où est-ce excusez-moi. qu'on te retrouve? Au milieu de la Seine-Saint-Denis, Ouais. j'ai pas bougé. Et Et en ramasseur de balles à Roland Garros. ouais, non, mais ils avaient des polos bizarres en plus cette année. Ah bon Et puis en plus avec un crocodile. Mais vous avez vu le crocodile, il était énorme quoi. On Ah aurait bah. cru tu sais les contrefaçons que tu trouves porte de Clignancourt avec des faux crocodiles, tu sais, c'était vraiment. Mais c'est marrant parce que comment il s'appelle avec les joueurs de polo, c'est Ralph Lauren, je crois. Oui. Bah pareil, ces Dolph dernières Lundgren. années, Dolph Lundgren, le joueur de polo, ils ont fait ils avaient des petits logos un peu comme Ouais, le crocodile, et puis après c'est devenu plus grand, c'est devenu plus grand, et Ah ouais. maintenant il n'y a plus le petit logo cousu sur le coin, c'est carrément le dessin de Ralph Lauren qui prend la moitié du polo. Voilà. Et j'étais là genre oh, wow. Ouais. C'est bien, non mais c'est bien, il y a des gens qui ont des problèmes de vue, il faut penser à tout le monde, tu vois. Ouais. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça, regardez C'est mon inclusif, polo qui est en cher. fait, on a pas Exactement. Euh, C'est parce qu'on est gris. Voilà. Sinon, les réseaux sociaux, non, pas particulièrement. Bah tu es sur le Discord quand même. J'essaye, mais. Bah, de temps en temps, mais oui, après oui. voilà. Je chacun, passe ma trombine. Ouais. De toute façon, chacun fait comme il peut, comme il veut, selon notre emploi du temps. Hashtag la vraie vie. Oui. Mathieu, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, merci à vous. Et toi, Les où amis. peut-on te retrouver? Eh ben moi on peut me retrouver sur les réseaux, enfin sur Blue Sky en vrai, juste El Armouche et sur le Discord évidemment. Et dans les rues du 16e arrondissement. Très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais. Nouvelle info sur moi. Ouh. Mais de suite Paris. Sud Paris, ouais. D'accord. Mais il y a d'autres villes avec Je 16 pense arrondissements? Ouais, quand même. Peut-être New York, je crois. Ouais, des tout petits arrondissements. Ah ouais, tu vas à New York? Oh, c'est loin quand même. Pour te Non, promener. c'est le 16e arrondissement de, Mais c'est de sympa Laval. d'être venu. Ouais, juste pour nous. Très
Très bien. Deux petites informations pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. On n'arrête pas de parler du Discord depuis le début de l'émission, mais je vous ai même pas dit comment le rejoindre. Oh. Vous avez des liens d'invitation permanents sur absolument tous les réseaux sociaux de Comics Outcast. Si jamais ça marche pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit message et on corrigera ça. On vous enverra un bon lien, etc. Machin. La deuxième information, c'est que nous sommes dans l'émission 246. Eh bien, sachez que la 247 sera la dernière de la saison. Oh. J'ai cru que tu allais dire la dernière, tout court. Ah ben non, je pense que tu aurais été au courant, t'inquiète pas. Ça sera la dernière de la saison. Voilà, après on va prendre des petites vacances bien méritées, comme tous les ans. Mais dans tous les cas, nous serons de retour à la rentrée. Bien évidemment. Yeah. Et ben voilà. Et ben je pense qu'il est l'heure de faire des bisous à tout le monde et d'aller faire dodo. Bon Ou pas. dodo. Ou d'aller faire Bonne la teuf. nuit à tout le monde. Oui, enfin, sauf si vous conduisez Oui. sur la route que vous faut pas dormir. Non, c'est vrai. Il vaut mieux pas. Si vous êtes dans le métro, peut-être. Oui. Mais ça dépend lequel. Le métro dans le 16e, ça va. Il n'y a pas Ouais. beaucoup de métro dans le 16e. Hein. Il y en a, Pareil. si, il y en a quand même un Si, peu. quand même. Il y a deux lignes. Birakem, le 6, La non 2. Il y a la 9 aussi, la La 10. 2 aussi. Bon, ça va pas nous C'est enlever vache. l'étiquette du podcast parisien et nous autres. Pardon, oui, c'est vrai. Voilà. Bah, il n'y a pas de métro à Laval. Hein. Qu'est-ce que On parlera du Bah ouais. métro de Rennes dans Oui, la c'est prochaine vrai. émission. Il y en a un à Lyon ou sinon, je crois. Et à Bruxelles, il y en a un. Oui, C'est un il y a tram Marseille. qui Il y en a à sort et qui Marseille. vient et c'est comme un métro. C'est très Il y en mignon. a un à Lille aussi. Et Ouais. Toulouse. Et Laval. On a trouvé le prochain thème Ah de bah podcast. voilà, métro à Outcast. On aura fait tellement Ça sera les spin-offs de cet été. tellement de spin-off dans cette émission. Oh là là, l'émission des spin-offs quoi. Bon, Très allez. bien. Bisous. Et bien bisous à tous. Au revoir. Bye bye. Bye bye.